Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Chat Vidéo du maire. Vous savez que c'est un événement exceptionnel puisque j'avais annoncé la dernière fois que ce chat durerait 2 heures. Alors sauf si avant l'échéance de ces 2 heures nous n'avons pas suffisamment de questions, mais j'en doute. Alors écoutez, dernière séance avant l'été. Nous retrouvons au mois de septembre et je vous le dirai quel jour en fin de séance. Et sans plus tarder, donc la première question. Bonsoir à tous. Pour commencer cette session, une question de la session précédente, question qui nous vient d'Anne-Laure. 2 lignes de bus relient Bourges à Saint-Doulchard avec des passages trop peu fréquents. De nombreuses personnes n'ont pas de permis ou pas de moyens de locomotion. Comment remédier à cela, tant pour des raisons économiques qu'écologiques ? Écoutez, nous avons mis en place un certain nombre d'ateliers au mois d'octobre, novembre de l'année dernière, qui avaient comme objectif de repenser le développement, en fait, le cheminement, le réseau bus, le réseau d'Aglobus, en termes de restructuration, puisqu'il était nécessaire aussi que cette restructuration ait lieu et qu'elle suive l'évolution en fait, de notre territoire, là, qui soit évidemment la ville de Bourges, les villes de l'agglomération desservies par Aglobus et aussi les autres communes qui adhèrent au syndicat. De ces ateliers, sur la base d'un projet, un avant-projet qui avait été présenté, des amendements ont été soumis, nous les avons tous étudiés et pour la grande majorité, nous les avons retenus. Et en particulier, alors je ne saurais pas vous répondre sur la fréquence, mais je sais qu'en particulier sur les dessertes de Saint-Doulchard, les fréquences devraient augmenter du fait de cette nouvelle délégation de service public qui démarre au 1er juillet. Et donc vous verrez les évolutions très probablement dès la rentrée de septembre. La question suivante nous vient de Fabien. Quel bilan la ville peut-elle tirer de l'accueil des congressistes de rugby ce week-end? Quel bilan pour les clubs de rugby berruyers et pour l'activité économique en centre-ville? Écoutez, il est un peu tôt pour tirer déjà un premier bilan. Ça fait que 4 ou 5 jours que ce congrès s'est terminé. Déjà, un point positif, et il n'y a pas moins de 10 minutes, je viens de recevoir un texto du président de la fédération, Bernard Laporte, qui me remerciait encore sur la qualité de l'accueil qui avait été réalisé, sur l'organisation du congrès, et ça, c'est des choses évidemment positives. Alors, sur l'aspect développement économique, l'importance sur le développement économique du territoire, une fois encore, c'est sans doute trop tôt pour faire un bilan. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous avons eu entre 900 et 1000 congressistes qui ont été présents pendant ces 3 jours. Donc ce sont les restaurants, ce sont les bars, ce sont les hôtels qui ont évidemment bien fonctionné, peut-être d'autres commerces. Donc nous ferons un bilan d'ici quelques temps. Le comité de pilotage doit se réunir justement pour faire un bilan, je dirais, qualitatif et quantitatif de cette opération. En tout cas, ce sont toujours des opérations positives et qu'on ne mesure pas forcément sur le court terme, qu'on a mesuré sur le long terme. Faire venir des congressistes, comme c'était le cas pendant plusieurs jours, des congressistes venant de toute la France, des différents comités territoriaux, permettent de faire découvrir notre ville, de faire découvrir notre territoire à des gens qui n'y seraient peut-être pas venus naturellement et qui reviendront et qui en feront peut-être revenir d'autres par le bouche à oreille. Donc voilà, l'impact il est sur le court terme, mais il est aussi sur le plus long terme. Voilà, nous sommes très avides à recevoir d'autres congrès. Alors c'est vrai que de ce niveau-là, c'était juste, on va dire, exceptionnel. Mais en tout cas, nous travaillons avec l'équipe municipale pour recevoir d'autres congrès sur notre ville. C'est très important pour l'attractivité de notre territoire. La question suivante est posée par Eddy, qui aimerait savoir ce que va devenir l'ancienne maison de la culture. Alors, sujet d'actualité, pour vous rappeler en quelques mots que nous avions interrogé les verrouillés il y a à peu près 2 ans de ça, 1 an et demi, 2 ans de ça, via le site internet, entre autres, pour nous faire des propositions d'utilisation de ce site, de ce bâtiment, tout au moins ce qu'il en reste. Suite à ça, nous avons regroupé en fait ces propositions en famille. Il y avait 4 grandes familles qui avaient été retenues, dont le périmètre avait été défini, et nous avons mis en place l'an dernier, à pareille époque, je crois que c'était début juillet, des ateliers qui ont travaillé sur chacune des familles. Ces ateliers sont réunis à partir du début juillet jusqu'au mois d'octobre. Au mois d'octobre, il y a eu la restitution de chacun des groupes de travail. J'ai participé à ces restitutions, ce rendu qui était
très positif et j'étais agréablement surpris par le détail dans lequel était rentré chacun des groupes sur chacune des familles et les propositions étaient assez intéressantes. Depuis, donc, nous avons fait travailler un assistant de maîtrise d'ouvrage, un architecte que j'ai rencontré d'ailleurs il y a quelques jours, qui m'a fait le bilan, qui a repris chacune des propositions, identifier les avantages et inconvénients de chacune des propositions, les argumenter. Donc je lui ai demandé de travailler un tout petit peu plus pour affiner encore les éléments présentés. L'objectif étant de restituer auprès de ceux qui ont participé à cet atelier, c'est la moindre des choses, pour qu'on puisse arriver à converger ensemble sur le projet qui peut être, ou pas d'ailleurs, en fait, un patchwork, je vais y arriver, pardon, où des idées de certains projets puissent se retrouver dans un autre. Donc on aura une restitution qui est prévue début septembre pour définir effectivement sur quoi on veut aller, sachant que probablement, si le projet est porté par la ville de Bourges, il ne sera pas engagé, je dirais, en termes de dépenses et de réalisation avant la fin de ce mandat. Si c'est un projet qui éventuellement converge avec d'autres projets de l'agglomération, peut-être que le démarrage aura lieu avant la fin du mandat. La question suivante nous vient de Lina, qui vous demande, vous voulez faire de Bourges une ville dynamique, mais l'emploi n'est-il pas le premier objectif? Je suis moi-même en recherche d'emploi dans la restauration collective et aucune entreprise ne daigne y répondre. Donc comment profiter des plaisirs de Bourges si l'emploi et les finances n'y sont pas? Alors vous avez tout à fait résumé la situation. Il y a plusieurs problématiques sur une collectivité, la nôtre en particulier, mais les deux que vous avez citées sont très importantes. À la fois la situation financière de la collectivité, bon je ne reviendrai pas dessus, les choses sont en train de s'arranger, mais il faut être encore très prudent, puisqu'on ne sait pas ce que pourra décider le gouvernement qui vient d'être mis en place dans les mois ou les années qui viennent. Mais en tout cas, la situation est en train de s'arranger au prix d'efforts collectifs. Et quand je dis collectifs, à la fois des verrouillés, mais aussi de la collectivité à proprement parler. Et puis, sur l'emploi, alors c'était un sujet que nous avons pris à bras-le-corps depuis le début du mandat, puisque c'était un des points forts de notre programme, c'était la sécurité des biens et des personnes et aussi l'emploi. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un nouveau dispositif qui s'appelle la mission emploi. Il a été mis en place officiellement au mois de septembre 2015, donc voilà, on va fêter bientôt les 2 ans. Alors c'est un dispositif municipal en fait, qui s'adresse aux personnes qui ont plus de 25 ans. Puisque en dessous de 25 ans, c'est la mission locale qui existe, qui prend en charge, on va dire, les jeunes pour les aider au retour à l'emploi. Et si je reviens à la mission emploi, si on fait le bilan à presque 2 ans, c'est à peu près, je n'ai pas les derniers chiffres, mais ce que j'ai en tête, c'est 750 retours à l'emploi, dont quasiment 150 CDI. Donc ça veut dire qu'en fait, ce dispositif fonctionne. Il est très simple, c'est un cabinet de recrutement municipal en quelque sorte. Il permet de mettre en relation des entreprises localement. Alors quand je dis localement, Bourges ou au-delà, sur l'agglomération et voire le département, qui cherchent à embaucher et qui ont des difficultés à le faire. Et à côté de ça, des chercheurs d'emploi, et je ne dis pas des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi qui ont envie de travailler et qui ne trouvent pas leur bonheur. Donc nous sommes finalement des facilitateurs. Et au-delà d'être facilitateurs, vous voyez, les résultats sont très, très positifs et je m'en réjouis. Donc on n'est pas au bout. Je pense que l'amélioration du taux de chômage dans le département et sur l'agglomération, les derniers chiffres qui sont parus il y a quelques jours, je pense que nous y avons contribué. Pas nous seuls, bien sûr, il y a d'autres dispositifs, je pense en particulier à Pôle emploi avec qui nous allons conventionner très prochainement. Mais voilà, on est sur une dynamique, l'ensemble des acteurs économiques sont en route, alors je vais dire en marche, c'est pas approprié évidemment, mais je vais dire en route pour combattre ce fléau. Il ne faut pas tout attendre du gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, des anciens et des futurs. Les anciens, justement, j'ai tendance à dire, ont fait leur preuve et pas la bonne preuve, parce que le taux de chômage grandit ces dernières années. Donc je pense qu'aussi les collectivités, à leur niveau, doivent apporter la pierre à l'édifice pour combattre ce fléau. La question suivante est une question très courte d'Estelle. Quand sera installée la boîte à livres au Pigelin ?
Dans les jours ou semaines qui viennent, hein. Nous avons inauguré la semaine dernière, il y a 15 jours, la première dans le parc paysager, et donc l'implantation des autres boîtes à livres se faisait dans la continuité. Une question de la session précédente posée par Maiden. Pourquoi la fibre s'est-elle arrêtée à la moitié de ma rue, boulevard Jean Mermoz? Alors, c'est pas parce que nous en voulons, hein, soyez-en certains, non, c'est pour des raisons techniques. Alors je vais essayer de vous expliquer simplement. Le développement de la fibre, je vous rappelle, c'est un contrat qui a été passé avec l'opérateur Orange, hein, il y a quelque temps. Il faut dire aussi que le déploiement de la fibre sur la ville de Bourges n'est pas une charge financière pour la ville, puisque c'est Orange qui le prend entièrement en charge. Donc ça, c'est important de le dire. Sur le développement de la fibre, nous avons partagé la ville en 5 secteurs, en 5 zones. Nous avons, on va dire, terminé, je reviendrai dessus, la première et la deuxième zone, et nous sommes sur la 3e zone. Alors quand je dis pourquoi la première et la deuxième zone sont terminées ou presque, c'est que le principe est d'utiliser, on va dire, les fourreaux existants sous voirie, hein, ou sous trottoir pour faire passer la fibre de manière à desservir donc l'ensemble des usagers qui pourraient être intéressés. Mais il y a certains secteurs où les fourreaux n'existent pas et on doit passer en aérien, c'est-à-dire on doit trouver des moyens, alors on va dire pour faire simple, des poteaux téléphoniques ou des poteaux électriques pour pouvoir amener la fibre à la fin d'une rue, c'est probablement votre cas, rue Mermoz. Et pour ça, il faut que Orange, l'opérateur, fasse une demande à Enedis, enfin on va dire ex-ERDF, d'utilisation des poteaux électriques, par exemple, qu'Enedis vérifie que la charge supplémentaire portée, qui correspond au poids de la fibre soit supportée par les poteaux. Il y a deux choses une, ou c'est oui, il y a une convention qui doit être passée entre Enedis et Orange, et on utilise donc ces poteaux électriques pour amener la fibre au bout de la rue. Si ce n'est pas le cas, on doit rajouter des poteaux, et là c'est à la charge de la ville de Bourges de rajouter des poteaux de manière à amener la fibre. Donc voilà un peu ce schéma, je l'ai fait un peu simple, en 3 minutes on sait l'expliquer. Malheureusement ce sont des procédures qui sont un peu longues, que j'ai fait accélérer parce que je trouve que le temps est beaucoup trop long, et les choses voilà, ont été reprises en compte notamment par le maire adjoint en charge du numérique sur Bourges, hein, Kevin Guéguen, et voilà, il y a des rituels qui sont faits tous les 15 jours avec Orange et avec Enedis de manière à suivre ce développement. La question suivante est posée par Denis. Rue de la Sirène, nous avons une petite poubelle avec pour les déchets et une petite pour les cartons alors que nous sommes 9 résidents. Vous comprenez que celles-ci sont trop petites et que les ordures sont posées le long du trottoir. Pourquoi n'avons-nous qu'une poubelle? Est-ce à cause du trottoir qui est trop étroit? Non, c'est pas ça. Je pense que c'est historique. En fait, à la mise en place des conteneurs que vous citez, probablement, hein, j'imagine ça, ils avaient été dimensionnés en proportion des membres, du nombre de personnes qui composent la famille ou qui utilisent le logement. Peut-être dans votre cas, les choses ont évolué. Il y a peut-être dans le logement plus de personnes. Peut-être que la résidence où vous habitez a été partagée aussi en d'autres appartements. Donc il suffit, si votre conteneur n'est pas suffisant ou si vos conteneurs ne sont pas suffisants, de solliciter l'agglomération, hein, puisque c'est l'agglomération Bourges Plus qui est en charge l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères. Donc vous avez les ambassadeurs du tri, donc je n'ai pas les coordonnées téléphoniques, mais adressez-vous directement donc à l'agglomération et on sera en capacité de vous fournir des bacs plus grands qui correspondent à votre usage. La question suivante nous vient d'Anna. Pourquoi ne pas avoir reporté l'inauguration de la plage de Bourges au samedi 8 juillet quand les personnes ne travaillent pas? Pour des questions de calendrier et pour des questions d'agenda du maire. Alors il se trouve que je ne suis pas disponible le 8 juillet, pour tout vous dire, pour des raisons, on va dire, professionnelles et d'agenda. Et donc je souhaitais être effectivement présent. C'est la raison pour laquelle nous avons positionné et repositionné, j'espère que la météo ne changera pas d'ici là, mais en tout cas cette inauguration le vendredi soir, le 7 juillet. La question suivante est posée par Lisiane, elle provient de la session précédente. Un marais de Robinson est habité depuis le 28 mai par une communauté. Au nom de la sécurité, de l'hygiène, de la protection de l'environnement, comment pouvez-vous nous protéger contre certaines exactions, passage de fourgons, voitures, déchets, déjections, etc.
le chemin Robinson à Havre-de-Paix devient infréquentable. Bon, écoutez, là, je crois que la première démarche, c'est que vous signaliez, alors vous avez peut-être déjà fait ces événements à cet état de fait, en fait, à la mairie, à la municipalité. Donc, je vous engage à prendre contact ou téléphoniquement, ou par mail, ou par courrier auprès de mon adjoint en charge à la sécurité, Philippe Mercier, et on regardera quelles sont les solutions à apporter pour répondre à vos difficultés. À nouveau une question de la session précédente posée par Mélissa. La ville de Bourges propose aux cyclistes de remonter les sens uniques dans certaines rues. Cependant, cela est dangereux, car ces rues sont trop petites et il est donc impossible, quand une voiture arrive en face, de rester sur le vélo. J'aimerais savoir si Bourges va proposer plus de vraies pistes cyclables, notamment en centre-ville. De plus, il y a trop peu d'arceaux pour attacher les vélos sur toute la ville, même dans les quartiers récemment refaits, à Varicom. Alors d'abord, une précision, ce n'est pas la ville de Bourges qui autorise en fait l'utilisation du contresens cycliste, c'est le code de la route. Ce que peut faire la ville, à l'inverse, c'est interdire un certain nombre de voiries, ce qui est le cas. Alors, précision, l'autorisation du contresens cycliste se fait que sur les zones 30, où la limitation de vitesse est à 30 km/h. Donc ça réduit sur Bourges en fait un périmètre qui est le périmètre de l'hypercentre. On a bien quelques autres rues à 30 km/h, mais pas beaucoup. Donc ça, il faut bien retenir ça. Nous avons déjà enlevé un certain nombre de rues. Je pense en particulier, j'ai en tête la rue moyenne d'ailleurs, qui n'autorise pas l'utilisation à contresens. Alors, elle se fait malheureusement sur les trottoirs, mais en tout cas, par sa dangerosité. Je crois qu'il y a la rue des Arènes aussi de mémoire, et peut-être une ou d'autres autres rues qui ont été enlevées pour des raisons de sécurité, pour des retours d'expérience justement des cyclistes. Donc, si vous avez des cas particuliers d'une dangerosité de rue particulièrement dangereuse sur l'utilisation du contresens cycliste, n'hésitez pas à les faire remonter à mon adjoint aux travaux, à Philippe Mousny, de manière à ce qu'on regarde et puis qu'on puisse et faire évoluer ce principe. Maintenant, sur les aménagements cyclables, nous en faisons. Alors, j'ai le sentiment qu'on n'en fait pas assez, mais en tout cas, nous faisons le nécessaire quand on peut le faire pour aménager des cheminements cyclistes. Alors, on l'a fait évidemment sur la rocade verte. Bon, ça c'est dans un usage au départ de loisir, mais qui permet malgré tout de l'utiliser à d'autres fins. On le fait dès lors qu'on requalifie, c'est-à-dire qu'on refait complètement une rue, et quand on a la place, parce qu'il y a aussi il y a la place qui est des fois contraint, il faut le cheminement piéton, le cheminement vélo, le cheminement des véhicules, et ça de part et d'autre. Donc le plus récent que j'ai en tête, c'est l'avenue Marcel-Eglen, qui commence à dater un peu, mais sur les aménagements que nous avons fait dans ce sens-là. Nous avons cet aménagement par exemple en rue Henri Laudier, là j'y étais il y a quelques temps. Et puis il y a d'autres aménagements de voies partagées. Ce que nous avons fait donc plus récemment, boulevard Gambetta, boulevard Foch, nous sommes en train de regarder pour le faire sur le boulevard Joffre, on va dire au moins jusqu'au camping, en supprimant parfois d'ailleurs des voies réservées à la circulation automobile, de manière à ce qu'on aménage autant que faire se peut dans la meilleure sécurité en fait possible l'usage du vélo. Et puis en veillant aussi à ce que tout le monde puisse vivre ensemble, tout le monde puisse se supporter. Je rêve, mais je suis peut-être un grand naïf, à ce que demain, tout le monde, que les cyclistes supportent les piétons et supportent les automobilistes, que les automobilistes supportent les piétons et les cyclistes, et que les piétons supportent les cyclistes et les automobilistes. Voilà, c'est peut-être le monde des bisounours, mais je crois qu'on va y arriver, on y arrivera un jour, quoi qu'il en soit, il faut du temps. Je sais qu'il y a des communes qui sont plus en avance que nous, je sais qu'il y en a aussi qui sont plus en retard, mais tout ça, il faut faire preuve aussi de tolérance, et puis aussi, il faut se donner les moyens, des fois, comme on le fait au niveau de la collectivité, de créer aussi des espaces en site propre, parce que effectivement, ce sont des espaces qui sont sécurisants pour les cyclistes. Alors quant aux arceaux, c'est un autre sujet. Les arceaux, on en développe, on répond à la demande la plupart du temps. Alors je ne sais plus combien il y en a dans la ville. Je sais quand j'étais adjoint aux travaux, j'avais des chiffres en tête puisqu'on me les faisait
à chaque fois qu'on évoluait, on faisait un bilan là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il doit y en avoir plusieurs centaines dans la ville. Hein, c'est un peu la demande. Là encore, n'hésitez pas à solliciter Philippe Mousny, adjoint aux travaux. S'il fallait rajouter des arceaux au vélo, on en rajoutera dès lors que leur implantation est pertinente. La prochaine question nous vient de Jimmy de Bourges. Il est prévu la dépénalisation du stationnement sur voirie, l'institution d'un stationnement payant et la fixation de tarifs. Peut-on en savoir un peu plus ? Oui, vous pouvez en savoir un peu plus. Alors, je vais vous donner un bon tuyau. Soit vous venez au conseil municipal vendredi soir, 18 h, soit si vous n'avez pas envie de vous déplacer, ce que je peux comprendre, regardez en direct sur le site internet de la ville. Hein, il y aura une retransmission en direct comme toutes les sessions depuis quelques temps, je ne sais plus, mais depuis quasiment le début du mandat. Et là, Philippe Mercier se fera un plaisir de vous expliquer, parce qu'il a préparé des planches, des projections, et il vous expliquera tout ça dans le détail. Je ne veux pas passer plus de temps que ça, donc via ce chat, c'est pas que je veux pas répondre, mais voilà, le mieux c'est d'avoir cette information précise que vous fera Philippe Mercier vendredi, si vous êtes disponible. Alors après, si vous ne l'êtes pas, eh bien, écoutez, prenez contact avec Philippe Mercier, ce fera un vrai plaisir de vous faire une présentation particulière. Une question de Damien. Mon fils est scolarisé à Bourges en petite section et nous sommes régulièrement privés de services périscolaires pour des raisons que nous ne connaissons pas. Que comptez-vous faire pour assurer un service minimum ? Alors, le service périscolaire, il a évolué et il peut encore évoluer. Bon, on essaie de ne pas le faire trop évoluer non plus. Il avait été fait le choix précédemment d'apporter ces activités à la fois aux écoles maternelles et aux écoles primaires. On s'est aperçu, et ça c'était le retour d'ailleurs des enseignants, des instituteurs, que les enfants, par exemple, qui faisaient la sieste l'après-midi à l'école, ils étaient obligés de les réveiller pour leur faire des activités périscolaires, ce qui était complètement ridicule sur le fond. C'est pour ça que nous avons abandonné, je crois que c'est depuis la rentrée dernière en fait, ces aménagements pour les écoles maternelles. Alors maintenant pour les écoles primaires, les choses ont évolué, ont été réduites, pas sur la qualité mais sur le fonctionnement, pour des questions de coût, hein, tout simplement, même si nous sommes aidés par l'État, nous avons souhaité faire en sorte de limiter les transports, hein, c'est ce qui coûtait cher dans l'opération. Et puis il y avait aussi un autre inconvénient, les transports, c'est qu'en fait on transportait, on passait du temps, finalement les enfants passaient finalement plus de temps dans les transports qu'à faire leur activité, ce qui correspondait pas, ce qui apportait de la fatigue, de l'énervement. Donc c'est pour ça que nous avons, dans la plupart du temps, ramené les activités périscolaires à l'école, et c'était plus facile de faire déplacer les animateurs dans les écoles plutôt que faire déplacer l'ensemble des enfants sur les sites. Donc voilà, je ne pense pas que vous soyez privé à proprement parler, ou alors c'est un point particulier. Là, si vous voulez des éclaircissements, voilà, j'ai tendance à envoyer la balle à mes adjoints, c'est peut-être justement suite au congrès de la Fédération française du rugby qui a lieu la semaine dernière, mais voyez avec Marcella Michel s'il y a un problème particulier qui sera à même de vous répondre sur ce point. Une question de Simone maintenant. Nous sommes arrivés à Bourges en novembre et nous avons été étonnés de ne pas être reçus comme nouveaux habitants, comme cela se fait à Nevers ou à Clermont par exemple. Y aura-t-il une cérémonie d'accueil ? Alors c'est normal, puisque vous n'êtes pas arrivé le bon mois, j'aurais tendance à dire, puisque traditionnellement la réception des nouveaux arrivants se fait au mois de septembre. Alors effectivement, si vous êtes en novembre, c'était trop tard pour la session 2016, je dis bien. Donc notez sur votre agenda, la réception de nouveaux arrivants de la nouvelle session aura lieu le 8 septembre. Donc vous recevrez normalement une invitation, hein, puisqu'on suit les nouveaux arrivants, mais si des fois, parce que des fois il peut y avoir des oublis ou des bugs, notez bien là le 8 septembre. Si vous voulez confirmer, être sûr, alors c'est pas le 8, c'est le 6. Si, alors le 8, voilà, c'est bien le 8, je le confirme. Ça sera indiqué sur la page Facebook hein, aussi. Et puis si vous êtes sûr, eh bien, je vous engage à me faire un petit email ou un petit mot, vous m'envoyez directement en mairie et je vous mettrai dans les fichiers. Une question de Valentin maintenant. Où en est le projet BHNS, le bus à haut niveau de service ? Très bien, bus à haut niveau de service, BHNS.
Écoutez, là-dessus, le syndicat Aglobus a décidé en fait de s'engager sur le bus à haut niveau de service. Donc les préétudes sont en cours. Ce sont des études qui sont, des études et des projets qui sont très lourds. D'abord très lourds en investissement, qui nécessitent donc des études importantes, compliquées. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il faut intégrer le bus au niveau de service. Alors peut-être pour les internautes qui nous suivent, qu'est-ce que c'est qu'un bus au niveau de service? On va dire très simplement, c'est un bus, un tramway sur roue, hein, ou un métro de surface, quoi. Enfin, on va dire un peu comme ça. Il a de vocation non pas d'aller plus vite que les bus, mais c'est surtout d'assurer une meilleure fréquence. Alors, l'orientation que nous avons prise, c'est un bus qui desservirait du nord au sud de la ville ou de l'agglomération. Et pour assurer, je dirais, cette fréquence, en fait, pour que la circulation soit assouplie par rapport et sécurisée par rapport à ce bus au niveau de service, il faut à la limite lui laisser des sites propres, hein, des voies réservées à ce bus au niveau de service. Donc ça nécessite des coûts d'infrastructure sur les voiries et les espaces publics très importants. Donc voilà, c'est quelque chose, je vous dis, qu'on a décidé de lancer, que nous avons décidé de lancer au sein du syndicat. Les préétudes sont en cours, les études complémentaires vont être faites, mais c'est des coûts énormes, hein, ça se compte en plusieurs dizaines de millions d'euros. Une question de la session précédente, elle est posée par Jean-Pierre. Que faire pour revitaliser le centre-ville qui est devenu un désert? Eh bien, plusieurs choses. Il faut d'abord plusieurs axes. Le premier axe, c'est de faire en sorte aussi que les Berruyer réinvestissent le centre-ville, viennent habiter en centre-ville. Alors comment on le fait? D'abord, il faut que les logements correspondent aux attentes. Alors qu'ils ne soient pas trop chers en loyer, qu'ils soient aussi de qualité, hein, ce qui n'est pas forcément le cas sur des logements de centre-ville aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'agglomération, en particulier, aide les propriétaires à travers des aides financières à supporter les coûts de réhabilitation. Ça peut être en termes d'énergie, en termes de réfection de façade, en termes de réaménagement, d'accessibilité par exemple. Donc c'est le rôle de l'agglomération. Il faut aussi bien évidemment qu'on ait des commerces de proximité. Alors il en existe aujourd'hui en centre-ville. Et le fait de ramener des gens en centre-ville permettra aussi d'aider aussi les commerçants de centre-ville. Nous avons apporté notamment avec le centre Avaricom d'autres commerces avec d'autres enseignes et en particulier, alors je ne veux pas faire de la publicité, mais Monoprix a apporté beaucoup en centre-ville puisque c'est du commerce alimentaire entre autres de proximité. Il faut aussi, je dirais, créer des animations au sein de la ville, hein, pour que les gens viennent en ville, hein, donc j'imagine, tout le moins j'espère que vous étiez présent au mois de juin et vous serez encore présent samedi prochain. Des tas d'animations ont eu lieu depuis le début du mois de juin. Alors je vais en oublier, il y avait les fêtes médiévales qui ont eu lieu début juin. Plus récemment, samedi dernier, un grand succès puisque il y avait la fameuse descente infernale, la 3e édition des descentes infernales qui a eu lieu, qui a amené 15 000 spectateurs. Vous vous rendez compte, 15 000 spectateurs sur un après-midi. En plus, il faisait un temps magnifique, il ne faisait pas trop chaud. Donc voilà, c'est toutes ces animations de centre-ville qui amènent du monde et qui font fonctionner aussi les commerces. Et puis, c'est des animations de l'été. Bon, je vous citais un été à Bourges, bien évidemment, qui a démarré donc, le 21 juin avec la fête de la musique qui se terminera fin août, avec des concerts tous les soirs, que ce soit à proximité de la cathédrale, que ce soit à la Préfichot, que ce soit ailleurs sur d'autres sites de la ville. Et puis, toutes les animations que nous menons, et je vous engage à aller soit consultez le fameux site sortirabourges.com où vous avez l'ensemble des manifestations organisées en ville, par la collectivité ou même par des particuliers et relayés aussi sur les panneaux numériques, hein, qui sont présents en face de l'ancienne maison de la culture, place Cujas et aussi à proximité de la Varicom. Et nous allons avoir 2 autres panneaux numériques, un au Pont d'Oron et un à la gare très prochainement dans les mois qui viennent. Et puis si vous êtes animateur ou si vous êtes créateur d'organisation, n'hésitez pas de venir d'écrire ou de
donner les informations à la direction de la communication de la ville de Bourges. On mettra votre animation sur le sortir à Bourges et donc vous les verrez apparaître sur les panneaux. Voilà, toutes les actions qu'on doit mener pour apporter de l'animation à la ville. Je crois qu'on a fait énormément depuis le début du mandat. Voilà, il reste encore beaucoup à faire, mais ça aussi c'est un travail collectif. On ne peut pas tout attendre de la collectivité, mais il faut qu'ensemble nous proposions des choses intéressantes. Marco 18 vous pose la question suivante. Pourquoi vouloir élargir l'agglomération vers Saint-Florent ? C'est une question de stratégie territoriale. Vous n'êtes pas sans savoir que sur la région Centre-Val-de-Loire, 2 grosses métropoles ont été créées en même temps. Alors c'est juste exceptionnel, une agglomération, une métropole autour de Tours, une métropole autour d'Orléans. Et sans être devin, on imagine que ces métropoles vont aussi s'agrandir. Et on voit bien que d'être métropole capte énormément de fonds, de financement, je dirais, quelque part. Et je suis convaincu, et nous sommes convaincus à plusieurs, qu'il va falloir que dans ce jeu, nous soyons présents. Si nous ne sommes pas présents et si nous loupons le wagon, si nous restons, je dirais, un peu sur nos précarés tels qu'on est aujourd'hui, demain on n'existera plus parce que tout sera absorbé par les grosses métropoles. Donc la démarche que nous entreprenons aujourd'hui, suite à des discussions, suite à de la pédagogie, c'est de faire en sorte que l'agglomération de Bourges, qui est Bourges Plus, qui est majeure sur le département du Cher, puisse être plus forte qu'elle n'est aujourd'hui. Alors, pas dans un souci de dire il faut que l'agglo soit plus forte pour être plus forte, c'est simplement pour qu'on arrive à créer avec les autres territoires des synergies de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Alors, synergie déjà au niveau du département. Moi, je crois, j'avais lancé avec mon collègue maire de Vierzon, Nicolas Sansu, le souhait que nos 2 agglomérations de Vierzon et de Bourges se rapprochent. Bon, à l'époque, ça avait fait, il y a eu quelques grincements dedans, mais l'idée a fait son chemin. Et pour arriver à ça, effectivement, il faut qu'on travaille, que l'agglomération travaille notamment avec les communautés de communes qui sont limitrophes, et c'est le cas de la communauté de communes de Ferchères avec la commune phare, on va dire, de Saint-Florent. Et c'est pour ça que nous engageons en fait cette étude d'impact de manière à ce que l'ensemble des élus, qui soient communautaires de part et d'autre, et les élus des communes qui adhèrent à l'agglomération et à la communauté de communes, aient tous les éléments d'aide à la décision qui permettent de dire oui, on y va, ou non, on n'y va pas, parce que bien sûr, ces rapprochements ont des impacts. Donc c'est le début de quelque chose qui est naturel. On le voit bien, la loi NOTRe a imposé, il y a 2 ans maintenant, le rapprochement des communautés de communes dont la population est inférieure à 15 000 habitants. Donc c'était des mariages, pas de raison, mais des mariages en force. Je pense qu'il y aura sans doute une deuxième vague et nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il vaut mieux être moteur dans cette approche plutôt d'être contraint comme c'était le cas sur la première vague. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des communautés de communes qui se sont mariées ensemble, on va dire mariage forcé, qui mesurent l'impact justement de ce rapprochement et qui commencent à avoir quelques regrets. Voilà, donc nous sommes dans une démarche positive. Et puis la démarche, elle doit aller aussi beaucoup plus loin. Elle doit aller avec nos amis du département voisin, le département de l'Indre. C'est la démarche que nous menons aujourd'hui avec le département de l'Indre, avec notamment mon collègue maire de Châteauroux, Gilles Lavrousse, président de l'agglomération de Châteauroux, et aussi je vais y arriver, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre et du Cher pour trouver des synergies ensemble de manière à ce qu'on ait des pôles d'excellence. Et parmi le pôle d'excellence qu'on a identifié il y a quelque temps, c'est le pôle industriel basé sur l'aéronautique et la défense. Donc c'est ce que nous mettons en avant. Donc voilà, on a cette nécessité de se renforcer, de se rapprocher, parce que on est plus fort à plusieurs que tout seul. Donc je crois que on n'a pas le choix. Si on loupe le train, une fois encore, je crois que demain nous n'existerons plus. La ruralité, nos communes rurales ont besoin de l'urbain, l'urbain a besoin du rural, donc il faut qu'on travaille ensemble d'une façon intelligente, et je crois qu'on est aujourd'hui sur cette dynamique. Et maintenant autour de Kamel, qui exprime un souhait et qui aimerait que vous répariez les routes de la ville. Oui, j'aimais le même souhait. Bon, je vais être j'allais un peu plus loin. Oui, bien sûr, les rues de la ville et les trottoirs sont, dans certains cas, pas en très bon état. Donc nous investissons chaque année dans la réfection des voiries. Alors ça se voit pas forcément, ça dépend dans quel quartier vous vous trouvez. Voilà, récemment,
Nous avons refait, par exemple, les enrobés du boulevard Foch, par exemple, je pense à celui-là. Nous avons refait la rue de Lasnais, elle est quasiment terminée. Nous faisons des trottoirs, je ne les ai pas tous en tête, nous avons encore un programme pour cette année. Donc nous allons poursuivre, mais c'est onéreux. Et puis on a de quoi faire, c'est-à-dire qu'on a 250 km de voirie à Bourges, c'est la distance entre Bourges et Paris, pour vous donner une idée. Donc c'est important et logiquement à peu près de 500 km de trottoir, puisque la plupart du temps il y a 2 fois plus de trottoirs deux fois plus de longueur de trottoir que de longueur de voirie dans une rue. Donc nous faisons, c'est vrai que j'ai aussi le sentiment que nous n'allons pas assez vite, mais nous faisons aussi avec nos moyens. Je fais un tout petit break, je vais boire une gorgée d'eau parce qu'ici il fait très chaud. La question suivante nous vient de Simone, qui nous explique qu'elle a 2 enfants de moins de 3 ans. Nous vivons en appartement et quel dommage de ne pas avoir une seule balançoire dans les aires de jeu. Plus généralement, nous sommes étonnés de l'obsolescence des aires de jeu qui se ressemblent presque toutes. Pas assez de bancs vers la trouée verte. En revanche, rien à dire sur les événements dédiés aux familles, c'est très bien. Merci madame. Alors, sur le deuxième point, c'est bien d'avoir des félicitations. Elles sont tellement rares que voilà, on les absorbe et on les partage, surtout. Alors, sur les aires de jeu, oui, c'est comme tout, il n'y en a jamais assez, bien évidemment. Je pense que votre analyse était peut-être un peu sévère. Alors, vous parlez sans doute de votre quartier. Bon, on parle souvent de son quartier, c'est en priorité. Mais en tout cas, voilà, les aires de jeu aujourd'hui ont été développées dans différents quartiers. On en met en place autant que faire se peut. Bon, tout ça a un coût. On les met aussi en conformité, ce qui coûte excessivement cher, puisque là aussi, les normes en termes de sécurité évoluent sans arrêt. Donc, oblige à rajouter, à refaire par exemple les sols régulièrement. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait du sable sous les aires de jeu. Aujourd'hui, on est obligé de mettre des revêtements en caoutchouc. Parfois, ces revêtements en caoutchouc sont esquintés. J'étais au parc paysager la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, et j'ai vu qu'à certains endroits, on les avait brûlés. Donc, voilà, on a beaucoup de maintenance sur ces aires de jeu. On en implante d'ailleurs parfois, c'est des idées des conseils de quartier qui nous demandent justement en concertation par rapport aux habitants, par rapport aux utilisateurs des implantations d'aires de jeu. Il faut aussi qu'on pense à faire des aires de jeu qui correspondent à des tranches d'âge, puisqu'en fait il faut aussi intégrer les petits et puis les plus grands. Bon, je ne dénombre pas le nombre d'aires de jeu qu'il y a aujourd'hui sur Bourges, mais si je dis 50, à mon avis, je suis pas loin de la vérité. Répartis sur l'ensemble des quartiers, c'est déjà beaucoup, mais voilà, il faut qu'on pense aussi aux quartiers qui se développent, aux nouveaux quartiers. Après, avec une difficulté de dire où est-ce qu'on les met, ces aires de jeu. Parce que dès lors que vous les mettez à proximité, par exemple dans un lotissement, on peut avoir des familles avec des jeunes enfants qui souhaitent avoir des aires de jeu à proximité dans le lotissement, oui, mais d'autres qui habitent à proximité sont un peu moins favorables parce que parfois c'est des cris, c'est naturel, quand les enfants jouent, ce sont des rassemblements, c'est parfois de la musique, donc voilà, on a aussi cette problématique, où est-ce qu'on les implante. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt bien managé, une fois encore en maintenance et une fois encore en termes de mise à disposition complémentaire avec notamment les conseils du quartier qui travaillent beaucoup sur ces sujets. Une question d'Antoine. Pourquoi n'appliquez-vous pas une véritable politique de développement des transports en commun? Il suffit de regarder ailleurs pour voir l'immense chemin à parcourir chez Aglobus. Vous savez, c'est toujours une question d'équilibre. Il faut bien imaginer qu'en fait, c'est le fonctionnement des transports en commun doit être quelque chose, autant que faire se peut, équilibré financièrement. Ce qui, de toute manière, n'est pas le cas, bien évidemment, dans l'état actuel des choses. Il faut aussi regarder qu'aujourd'hui, on a cette spécificité dans notre ville, ou notre agglomération, mais prenons le cas de la ville, ça sera plus simple, d'avoir une ville, alors je vais dire, qui a 2 avantages et finalement ce sont des inconvénients. À la fois, on a une ville qui est relativement recentrée, pas très étendue quelque part, ce qui fait que les déplacements sont quand même relativement courts, globalement. Et puis deuxièmement, on est une ville, et là tant mieux, où la circulation est plutôt fluide. Bon,
quand j'entends parler qu'il y a un bouchon à Pignou, il faut un peu relativiser. Bon, quand on attend effectivement 1 minute à un feu, ça semble long. En tout cas, voilà, nous ne connaissons pas ça. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'en fait, la plupart des berruyers ou ceux qui circulent à Bourges n'utilisent pas les transports en commun. Ils utilisent d'autres moyens de transport. Alors, en priorité, la voiture, ensuite c'est le vélo ou parfois la marche à pied, c'est plutôt bien. Et puis finalement, très peu les transports en commun. Finalement, on a je dirais, une faible utilisation des transports en commun. Bon. Alors, tout ça a été aussi une analyse que nous avons fait récemment, justement dans le cadre de la nouvelle délégation de service public qui sera en place à partir du 1er juillet. Comment inciter les berruyers, entre autres, à utiliser davantage les transports en commun. Alors, notamment, je crois beaucoup, le travail sur la restructuration du réseau est important parce que c'est un travail qui a consisté à se poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui les lignes de bus desservent correctement les secteurs qui sont phares et qui intéressent en fait les usagers. Alors évidemment, le secteur où ils habitent, mais aussi les grands équipements. Par exemple, on avait identifié une problématique d'une mauvaise desserte par exemple du Prado, tout ce secteur du Prado, où finalement c'est un secteur vivant. Le Palais des Sports, la patinoire, le Ségère, et en fait on a très peu de bus qui desservaient ce secteur. Donc la restructuration du réseau a fait qu'on va rajouter effectivement des lignes dans ce secteur-là. Donc je crois qu'il faut qu'on adapte l'offre à la demande, tout en étant raisonnable, parce qu'une fois encore c'est une question de coût. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas que des atouts à Bourges, on a plein d'atouts, mais le fait que la ville soit ramassée, le fait qu'on y circule plutôt bien hors transport en commun, ne facilite pas l'usage plus important des transports en commun. Une question d'Élodie qui souhaite faire baptiser sa fille sur Bourges. Or, nous habitons dans une ville aux alentours. Mes parents habitent Bourges, mais le baptême civil nous est refusé. Une dérogation est possible pour les mariages. Comment faire pour le baptême ? Alors, il n'y a absolument pas de dérogation possible pour les mariages. Je vous rassure tout de suite, je ne sais pas qui est-ce que vous a dit ça, mais il n'y a pas de dérogation possible pour un mariage. Pour un mariage, il faut que l'un des deux futurs époux habite sur Bourges. Voilà. Il peut habiter chez ses parents, chez les amis, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, il n'y a pas de dérogation possible. Et c'est la même chose pour les mariages civils. Le mariage civil doit avoir lieu dans la ville où vous habitez. Bon, maintenant, on peut peut-être regarder le cas particulier, mais sincèrement, je ne vois pas de dérogation possible sur les baptêmes civils. Prenez contact directement avec Daniel Serre, qui est maire adjoint, qui est en charge tout ce secteur-là. Et on regardera peut-être d'un peu plus près votre dossier, mais en tout cas, ça ne sera pas une dérogation, en tout état de cause. Une question maintenant de Skukerman. Y a-t-il un projet de véritable skatepark à Bourges ? Oui, tout à fait. Donc, comme je m'étais engagé il y a 2 ans de ça, à l'époque où le projet Maison de la Culture était un peu chaud, on va dire, je m'étais engagé à ce qu'on mette en place à Bourges un skatepark de qualité. Donc nous avons prévu déjà une ligne budgétaire en 2018 et probablement aussi 2019, on va essayer de faire ça sur 2 exercices. Avec une participation financière de d'autres collectivités et d'autres financements. J'ai demandé à Nathalie Bonnefoy, qui est en charge de ce sujet en tant qu'élue au sport et à la jeunesse, de travailler en concertation avec les utilisateurs pour définir le lieu qui semblerait le meilleur. Alors idéal, je ne sais pas, mais le meilleur. Et puis définir aussi le contenu. Quelle forme ce skatepark doit-il avoir ? Il faut savoir que c'est un budget d'à peu près 500 000 €. Mais en tout cas, voilà, les choses sont en cours de réflexion. Et en tout cas, on a d'ores et déjà fléché quasiment 500 000 € pour ce projet, une fois encore, qui sera sans doute sur l'année 2018 et 2019. Une question de Simone. Pourquoi les marais ne sont-ils pas accessibles pour les amateurs de canoë gonflable ? Et pourquoi pas en paddle ? Écoutez, je crois qu'il faut laisser aux marais cette tranquillité qui sont les leurs.
En plus, on a une autre difficulté, c'est que vous savez qu'il y a 2 associations de maraîchers qui font fonctionner ces marais, entre autres, qui ont des politiques qui ne sont pas identiques. Alors autant il y a une association qui a plutôt vocation de considérer les marais comme un patrimoine et de les faire partager, de les faire visiter à des visiteurs, évidemment berruyers, mais aussi des gens de l'extérieur. Et puis une autre association qui est plutôt sur le fond, c'est-à-dire plutôt sur le fait de dire, voilà, nous on aide, on est une association pour les maraîchers qui font leur marais, en fait. Donc c'est déjà à chaque fois une difficulté. Et puis, donc il y a des visites qui se font au cas par cas. Souvent, vous savez, c'est sur les maraîchers qui eux-mêmes proposent des cheminements sur les différents courants. Mais en tout cas, de là à mettre des bateaux électriques, des bateaux pneumatiques, là vous imaginez que ça deviendrait très rapidement une foire d'empoigne et je crois que les marais perdraient leur tranquillité. Maintenant, vous avez d'autres secteurs où vous pouvez naviguer, notamment je pense au plan d'eau du Val-d'Oron, notamment avec la plage dont on a parlé tout à l'heure, qui va être inaugurée maintenant probablement donc, le vendredi 7 juillet, mais enfin qui est au 1er juillet, il sera opérationnel puisque les maîtres nageurs seront présents. Mais voilà, je crois qu'il faut garder aussi cette tranquillité, ce havre de paix, ce poumon vert et bleu à la fois que sont les marais, sans y créer, on va dire, des animations nautiques, parce que vous savez, si on lâche un petit bout, ça va devenir très compliqué à la longue. Donc voilà. La prochaine question nous vient de Samia. Quand saurons-nous concrètement quel grand projet l'agglomération va financer ? On le sait déjà, en tout cas, puisque en fait, le bureau communautaire qui s'est réuni lundi dernier a décidé de lancer les 2 projets, à la fois le centre de congrès et à la fois le centre aqualudique. Donc là, les études vont être lancées en même temps, d'ailleurs, poursuivies en même temps. Il faut qu'on définisse le cahier des charges, le périmètre, ce qu'on va y mettre dedans. Et puis, alors sans doute, ça va se prioriser naturellement, parce qu'on va sans doute avoir des contraintes d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, voilà, la décision du conseil communautaire, c'est de lancer les 2 projets. Donc c'est plutôt une bonne chose. Une question de Laurent. Le projet de déchetterie dans le quartier aéroport, juste devant le stade Jean Briveau, va-t-il se réaliser ? Pensez-vous aménager la circulation à cet endroit ? Écoutez, pour l'instant, nous ne sommes que sur un projet. Il faut savoir qu'il y a une enquête publique qui va être réalisée, comme dans tout projet d'ailleurs, une enquête publique qui va être lancée. Elle n'est encore pas lancée, elle va être lancée dans quelques mois. Il faut attendre le résultat de ce résultat d'enquête publique. Si l'enquête publique est défavorable, auquel cas la question se posera plus, c'est-à-dire qu'il faudra trouver un autre site pour implanter cette déchetterie. Si elle est favorable, il faudra regarder, je dirais, sous quelle forme fonctionnera cette déchetterie. Est-ce que ça sera une déchetterie, on va dire, traditionnelle, mais d'un nouveau style, comme ça se fait actuellement, ou d'autres moyens. J'en discutais avec Yvon Blochon, maire de La Chapelle, et qui est en charge ces problèmes de déchets il y a quelques temps, et il y aurait peut-être moyen, effectivement, de ne pas faire une déchetterie, on va dire, traditionnelle. Bon, on n'en est pas là, je crois qu'il ne faut pas trop s'affoler. Quand on aura pris cette décision, qu'on aura tous les éléments, mais je pense que des mois, voire des années vont se passer. Évidemment, si la déchetterie avait lieu à cet endroit-là, il faudrait repenser un peu la circulation. Alors Jimmy Debourge vous demande s'il est prévu à la rentrée prochaine d'augmenter le barème de participation des familles à la restauration scolaire, aux accueils périscolaires et aux centres de loisirs. Alors même réponse que tout à l'heure sur le stationnement. Je vous invite à venir au conseil municipal le vendredi, 18h, ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, regardez la retransmission en direct sur le site internet. Marcel Michel vous expliquera. Alors effectivement, nous faisons évoluer en fait nos tarifs sur la restauration collective, mais pas forcément à la hausse pour tout et pas forcément à la baisse pour tout. En fait, pour faire simple, en fait, il y a des seuils, vous savez, en fonction du coefficient familial. Nous avons mis ça en place il y a quelques temps. Les tarifications de restaurants scolaires sont différents. Mais le problème, c'est qu'on a des seuils quand on passe d'une catégorie à une autre. Donc on a souhaité, et ça vous sera présenté au conseil municipal, lisser ces effets de seuil de manière
quand on passe d'une catégorie à une autre, que ce ne soit pas, on va dire, un choc financier. Et pour arriver à faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, on a baissé certains tarifs, notamment sur les familles qui sont en plus grande difficulté financière, et parfois augmenter un petit peu pour les familles qui sont un peu plus aisées. Mais voilà, je ne vous donne pas le détail, vous les aurez au conseil municipal. Une fois encore, conseil municipal retransmis en direct sur le site internet sur bourgetv.fr. Une question suivante, deuxième question de Skew Coman. Quel avenir pour les associations culturelles ? Bon avenir. Voilà, je ne sais pas si vous êtes inquiet. En tout cas, moi, je ne le suis pas du tout. Alors, à moins que vous ayez des informations que j'ignore. Aujourd'hui, je rappelais une fois encore que globalement, l'aide financière de la collectivité aux associations, au sens général, l'enveloppe n'a pas changé. Un détail près, c'est la participation financière qu'avait la ville auprès de l'Office de tourisme jusqu'au 31 décembre 2016, puisque la compétence tourisme est passée à l'agglomération. Donc c'est la seule différence, autrement l'enveloppe n'a pas bougé. Après, il y a un travail qui est fait par Frédéric Charpagne, adjoint à la culture, et d'autres d'ailleurs, parce que je parle de la culture, mais sur le sport et d'autres associations, c'est la même chose, pour s'assurer, je dirais, de la bonne adéquation du fonctionnement de l'association et des subventions qui sont réclamées. Voilà, c'est simplement pour être certain que, oui, vous savez, j'étais président de club, on ne me la fait pas non plus, que les subventions reçues n'alimentent pas, on va dire, un bas de laine. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre à zéro et en difficulté les associations, mais voilà, bien ajuster à chaque fois les niveaux de subvention par rapport à l'activité de l'association. Donc voilà, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et puis il y a des assises sur la culture qui, je dirais, en parallèle de ce qui s'est fait au niveau de la région, qui vont être lancées de manière à aussi trouver des synergies entre les différentes associations culturelles, de manière à parfois, quand il y a des organisations qui ont lieu, qu'elles puissent être réalisées ensemble, en créant des synergies qui peuvent avoir aussi un impact sur les coûts de fonctionnement des associations et diminuer ces coûts de fonctionnement, donc générer plus de recettes. Une question de la session précédente posée par Céline. Pourquoi avoir supprimé le bureau de vote à Barbès ? Il fallait voter à l'école près de la halle au blé et faire plus d'1 heure et demie d'attente. Pourquoi ne pas mettre alors d'autres bornes électriques ? Bon, d'abord, en fait, pour vous dire que l'implantation des bureaux de vote sont validés par la préfecture. Ça, il faut le savoir, ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça entre nous. Deuxième élément, ce que l'on veille, c'est équilibrer le nombre d'inscrits par bureau de vote. Ce qui est le cas, globalement c'est le cas, il n'y a pas beaucoup de différence. Maintenant, le nombre d'inscrits ne signifie pas forcément le nombre de votants. J'ai le cas, d'ailleurs, j'ai répondu à une demande tout à l'heure par courrier de 2 bureaux de vote qui étaient côte à côte et la personne m'écrivait en disant mais attendez, quand je vois le déséquilibre qu'il y a d'un bureau de vote à l'autre, c'est pas étonnant qu'on attende davantage. Sauf qu'en fait la personne me parlait d'inscrits, me parlait de votants et pas d'inscrits. Effectivement, c'est toute la différence. Alors, on ne peut pas préjuger du taux de participation aux élections. Ouais, c'est très fluctuant. Si on prend les présidentielles et les législatives qui ont eu récemment, les taux de participation ne sont pas les mêmes. Donc voilà, le déséquilibre, en fait, il n'est pas dû à la mauvaise répartition des bureaux de vote. Il est dû justement au nombre de votants qui peut être plus important sur un bureau de vote qu'un autre. Et puis en plus, sur la réduction du nombre de bureaux de vote qu'il faut intégrer aussi à la chose, c'est qu'il faut trouver des présidents de bureaux de vote, des assesseurs, ce qui est quand même pas forcément évident. Et puis il y a des agents. Et la présence des agents le dimanche, et notamment ces 4 dimanches, c'était 4 dimanches cette année, dimanche, heures supplémentaires, un nombre d'agents, c'est un coût aussi pour la collectivité. Donc voilà, on a fait ça de façon concertée avec les services de l'État. La répartition est bonne, je dirais à quelques 50 électeurs près, les bureaux sont équilibrés. Maintenant, je vous le redis, bureau équilibré en termes d'inscrits ne veut pas dire équilibré en termes de votants. Et ça, on ne le maîtrise pas. La question suivante est posée par Karim. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi cette réduction de dimension de nos boulevards, le boulevard de l'Industrie, l'avenue du Général de Gaulle, pourquoi réduire la ville à un village ? Il n'y a pas d'urbanisme, il faut réparer nos routes.
ou s'il n'y a pas d'urbanisme, là j'en doute un petit peu, parce que nous sommes quand même un peu contraints par l'urbanisme, et si je dis qu'il n'y a pas d'urbanisme à mon adjoint, je vais vous l'envoyer, vous allez voir, il va vous expliquer. Plus sérieusement, sur les voiries, c'est une vraie politique que j'ai souhaitée au début du mandat. Pourquoi? Parce que, vous savez, les choses ont évolué dans le temps. On est passé d'une ère où tout était fait pour la voiture, hein, voilà, je parle de 50 ans en arrière, hein, donc il fallait avoir des voiries importantes pour faciliter le flux. Et à une ère aujourd'hui où ces flux de circulation sont réduits. Je vais prendre l'exemple justement, vous citez l'avenue Charles de Gaulle. Prenons cet exemple-là. L'avenue Charles de Gaulle, vous savez qu'on l'appelle la route de Paris. Hein. Quand on venait de Paris, avant, on venait du nord du département et on rentrait à Bourges par cette 2x2 voies, donc il y avait du flux de circulation. Puis on en partait aussi quand on allait sur Paris. Sauf que les choses ont un peu changé, parce que depuis l'autoroute est arrivée, et que la très grande majorité des véhicules qui viennent de Paris sur Bourges ou l'inverse utilisent aujourd'hui l'autoroute. Ce qui fait qu'en fait le flux de circulation s'est déplacé. Il s'est plutôt déplacé au sud de la ville plutôt qu'au nord. Et donc on l'a noté hein, par des comptages, la circulation automobile à route de Paris ne justifie pas aujourd'hui d'avoir 2x2 voies. Bon. Donc ça c'est le premier point. En plus, il faut comprendre que plus la voirie est large, plus les vitesses pratiquées sont importantes. Et puis troisième élément qui est à tenir en compte, c'est la sécurisation des piétons, notamment sur les passages piétons. Vous imaginez bien que plus les voiries sont larges, plus la traversée est longue et plus il y a des risques, notamment pour les personnes qui sont âgées ou en difficulté pour marcher. On a eu malheureusement, je crois pas, il y a 1 an et demi à peu près de ça, une personne âgée qui est décédée boulevard Foch, en l'occurrence, et c'est pour ça qu'on a, c'est pas parce qu'il y a eu l'essai, mais c'était la politique que j'avais menée avant, c'était l'occasion de confirmer ce qu'on imaginait, ce que j'avais imaginé. Il faut réduire le nombre de voiries si ça ne se justifie pas. Là, ça se fait par des comptages, bien évidemment. Aménager aussi ces voiries de manière à ce qu'on puisse traverser éventuellement en 2 temps. Hein, si vous allez boulevard Foch, vous voyez les îlots centraux qui permettent aux personnes d'utiliser les passages piétons et traverser en 2 temps. Donc voilà aussi, et on en profite aussi en même temps pour faire des aménagements cyclables, ce qui était le cas de boulevard Foch. Et c'est ce qu'on va faire aussi sur le boulevard Joffre, sur le boulevard de l'industrie. C'est plus qu'en réflexion, parce que Philippe Mousny m'en a parlé il n'y a pas longtemps, et on va poursuivre en fait dans cette voie-là, non pas pour créer des bouchons, parce qu'en fait on s'aperçoit que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'a pas généré un flux de circulation, pénaliser un flux de circulation en tout cas, mais c'est en adéquation par rapport au nouveau flux. Donc sécurité des piétons, vitesse réduite, vitesse pratiquée réduite, et aménagement cyclable quand on peut le faire. Une question de Vincent, une question très courte. À quoi vont servir les assises du commerce ? Les assises du commerce, en fait, voilà l'espoir que j'ai en tout cas sur ce sujet-là. Vous savez que le commerce à Bourges est en difficulté, enfin, pas en difficulté qu'à Bourges, il est dans de nombreuses villes, mais en tout cas, j'aurais tendance à dire, traitons notre sujet. Sans doute pour différentes raisons. Alors, il y en a une que je mets en avant, parce que moi je ne suis pas un spécialiste du commerce, mais malgré tout, je dis que si les clients avaient plus de pouvoir d'achat, ils achèteraient davantage. Je crois que c'est un des éléments aujourd'hui dont il faut tenir compte. Je pense qu'aujourd'hui, les Français, de façon générale, ont plus réduit les achats plutôt que leur loisir. Hein, ça a été leur choix. Bon, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit bien, moi je suis les réseaux sociaux, j'ai des contacts avec des commerçants, mes adjoints aussi. On dit, bah oui, il faut rajouter des choses, le parking n'est pas suffisant, le stationnement n'est pas suffisant, il faut mettre des panneaux, des trucs et des bidules. Bon, très bien, sauf que je ne crois pas du tout à ça. D'abord que l'offre de stationnement aujourd'hui est suffisante. Il y a une étude qui a été faite il y a 3-4 ans de mémoire, 4 ans au moins, qui l'avait démontré. Mais par contre, on a peut-être une problématique de signalétique des parkings. C'est pour ça que c'est une opération qu'on va lancer à la rentrée, une signalétique de l'ensemble des parkings, notamment de l'hypercentre, mais aussi de ceux qui seront autour des boulevards, avec une information numérique pour connaître sur chacun des parkings le nombre de places qui sont disponibles, donc pour éviter aussi de tourner dans tous les sens. On a travaillé, et c'est lié tout à l'heure
à la réponse que j'apportais à un internaute sur ce qui va être présenté au conseil municipal vendredi, c'est sur la tarification du stationnement, hein, parce que la loi a évolué aussi, on en profite de remettre les choses à plat. Mais aussi, il y a sans doute d'autres raisons qui font que le commerce est en difficulté. Et considérant que la collectivité ne peut pas faire et puis qu'en plus elle n'a pas forcément le savoir, il faut qu'on fasse participer l'ensemble des sachants, des acteurs, pour essayer de trouver collectivement des solutions pour pérenniser les commerces actuels et peut-être les développer. Alors, je sais qu'il y en a qui ont des idées, donc il faut qu'on les mette en commun pour qu'on puisse sortir un peu de ces difficultés. Bon, une fois encore, je pense, alors c'est pas pour se rassurer que il y a des communes, même à proximité, qui souffrent plus que nous, mais en tout cas, il ne faut pas attendre d'être dans la difficulté pour agir. On a vu des choses récemment, des élus et mon cabinet se sont déplacés, notamment au Puy-en-Velay. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on partage avec l'ensemble des commerçants, des acteurs, de l'Office de commerce et de l'artisanat, pour qu'on bâtisse un plan d'action et qu'on le mette en place de manière à ce que nos commerces au centre-ville soient plus performants et tout le moins et davantage de chiffre d'affaires et fassent plus de bénéfices. Et puis bien sûr, au cours de ces assises, on parlera aussi des commerces de périphérie, hein, c'est toujours le même sujet. Donc voilà, mettons tout le monde autour de la table, c'est le meilleur moyen de trouver des solutions et d'être plus fort. Une autre question de Jimmy de Bourges. Le réseau Aglobus va évoluer le 4 septembre prochain avec une navette en plus et des lignes modifiées. Cela me paraît très bien. Cependant, la navette Auron a prévu d'emprunter l'allée du parc des expositions. Il va falloir être prudent avec tous les piétons et enfants s'y promenant. Alors, tous les piétons enfants qui s'y promènent, quand on dit tout, pendant le printemps de Bourges, il y a beaucoup de monde dans ce secteur, mais bon, je vais de temps en temps au muséum, enfin je vois un peu ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas quand même, on n'est pas rue Moyenne, le jour de la fête de la musique. Hein, bon. Alors vous avez raison, hein, ça c'est un point qui m'a été souligné par les dirigeants de Jeanne et Louis, hein, de Ex-Coulisses. Donc on a regardé justement à faire comment sécuriser en fait la circulation de ces navettes, peut-être en mettant des ralentisseurs. Enfin voilà, c'est des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Donc j'ai vu avec Philippe Mercier, qui va voir avec ses collègues comment faire en sorte que la circulation soit modeste, ralentie par la navette, mais c'était la seule issue pour pouvoir desservir à la fois les parkings périphériques qui ne sont pas desservis aujourd'hui. Hein. Je pense au parking du Prado, Juranville, le plateau d'Auron et aussi, ce qui correspondait à une demande, l'école de musique et l'auditorium. Donc voilà, on n'a pas trouvé d'autre solution que passer par là. Une question de Karim. Est-ce que Esprit 2 verra le jour ? Oui. Alors si vous me demandez quand, je ne sais pas. La question suivante est posée par Vincent. Où en est le projet de concertation sur l'ancien site de la Maison de la Culture ? Alors, j'ai répondu en début de session. Alors je vais faire réponse courte. Proposition donc des ateliers, préétude avec un assistant de maîtrise d'ouvrage architecte qui m'a été présenté il y a 2 jours de mémoire. J'ai demandé sur les 4 projets qui est des points particuliers, enfin d'affiner un petit peu le comparatif. Restitution aux personnes qui ont travaillé dans ces ateliers au mois de septembre. Et choix, essayer de faire converger en fait les idées sur un choix définitif. Alors réalisation, si projet porté par la ville de Bourges, pas sur ce mandat-là. Si c'est un projet qui converge avec celui de l'agglomération, il pourrait démarrer ce projet d'ici la fin du mandat. Une question maintenant de la session précédente de François. Quel projet audacieux comptez-vous mettre en place pour votre ville et pour rendre les Berruyers fiers de vivre à Bourges ? J'espère qu'ils sont déjà fiers de vivre à Bourges. Des projets, vous savez, des projets, on en a beaucoup. Moi, après, ça dépend de l'intérêt qu'on en a. On pourrait être fier d'avoir le printemps de Bourges à Bourges. Je crois que c'est voilà l'exemple typique d'un festival qui dure depuis 41 ans, qui est l'image qui est marqueur en fait de la ville de Bourges et dont on devrait être fier.
Fier de notre équipe de basket, bien évidemment. Voilà, plusieurs fois championne de France, plusieurs fois vainqueur de la Coupe de France, plusieurs fois championne d'Europe. Donc on peut être fier de ces événements-là. Et puis on doit être fier aussi de notre ville, parce qu'on a une ville qui a une âme, qui a une âme culturelle, qui a un patrimoine exceptionnel. On nous le dit, alors je pense que les Berruyers ne le voient plus, ça, en fait. Vous savez, je discutais la semaine dernière avec quelques congressistes de la Fédération française de rugby, donc qui étaient près d'un millier sur Bourges, et franchement, ils le disaient, c'était pas pour faire plaisir, mais ils nous disaient, on est venu dans cette ville qu'on ne connaissait pas, mais elle est juste formidable, quoi. Donc je crois que quand on habite dans une ville, on ne s'aperçoit pas de ce qu'elle représente. Enfin, fier des marais. Enfin, 135 hectares de marais à 500 mètres à vol d'oiseau de la cathédrale, si on n'est pas fier de ça, on est fier de rien, quoi. Fier des animations qui sont menées sur la ville. Alors, je dis pas ça pour la collectivité, oui aussi, bien évidemment, mais aussi par tous ceux qui organisent, je sais pas, je pense le Cosmic Trip, je pense à tout ce que fait Métrope, toutes les associations culturelles. Je pense au sport, parce que c'est vrai que je suis attiré par le sport, mais j'en oublie des tas de choses qui se font. La manifestation, j'ai perdu le nom, qui a lieu début novembre, là, où il y a des orchestres dans les bars. Là. Bon, enfin, j'ai perdu, on va me le dire. Parce qu'en face de moi, j'ai Benoît Chaussé, qui est un féru de ces orchestres, donc qui est en train de m'écrire sur la droite les Folies Berruyères. Voilà, merci Benoît. Voilà, on doit être fier de tout ce qui se fait dans notre ville. Et en tout cas, pas donner cette image de ce qui ne va moins bien. Parce que, attendez, on n'est pas dans un idéal, je le conçois. Et je pense qu'il faut vendre ce qui marche bien. Il y a des tas de choses qui vont bien. Et on doit être fier de ça. Fier du nombre d'étudiants qu'on a sur Bourges, quasiment 5000. Fier de l'INSA. Pourquoi l'INSA? Parce que c'est un travail en commun de l'ensemble des élus qui ont travaillé dur. Alors je le dis à l'aise parce que j'étais pas à l'époque. Donc je suis complètement à l'aise sur ces sujets-là. Fier du développement de l'UT, fier du renouvellement de notre enseignement supérieur, fier de nos collèges, de nos écoles, de nos lycées, avec des taux de réussite au bac. Alors je ne les ai pas encore pour 2017, mais je pense qu'ils seront encore très bons. Donc on doit être fier de notre ville, et fier de notre ville, c'est le dire, c'est d'être tous ambassadeurs de nos territoires. Sincèrement, moi, une fois encore, je ne suis pas berruyer, donc je suis arrivé à Bourges il y a 30 ans, quasiment jour pour jour. Voilà, mais c'est comme si c'était ma ville, c'est ma ville d'adoption, et je suis vraiment fier d'être à la tête de cette belle collectivité et de l'agglomération. Fier parce que cette ville, quand je suis arrivé, je suis tombé amoureux, et très sincèrement, par tout ce qu'elle représente, et fier de participer à mon niveau, modestement, à ce qu'elle sorte encore de terre et qu'on la connaisse encore davantage. Une autre question de Marco 18. Qu'avez-vous prévu pour faire vivre la plage de Bourges hors saison? Là, alors hors saison, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup. Alors très clairement, là, la vie de la plage, c'est du 1er juillet au 31 août, je crois que c'est à peu près ça. Voilà, rien de particulier. Voilà, je crois qu'il faut être raisonnable. Alors à moins que les changements climatiques fassent qu'ils fassent des chaleurs torrides tout au long de l'année, donc on se reposera la question. Mais en tout cas, voilà, la période d'été, je crois que c'est largement suffisant. En plus, voilà, faisons vivre d'abord. C'est la deuxième année, vraiment la première année où il va y avoir des maîtres nageurs, il y aura la baignade, il y aura des animations tout au long de l'été. Bon, peut-être qu'on pourra faire évoluer ça avec le temps, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut être très, très pragmatique, très réaliste. Commençons par ces opérations sur une durée de 2 mois. S'il fallait étendre, on verra, mais en tout cas, voilà, soyons modestes, tranquillement, faisons marcher déjà pendant 2 mois. Un questionnement de Marie concernant les élections. Elle vous demande quelle est la procédure à suivre pour être assesseur. Faut simplement. Alors normalement, quand on est assesseur, on est proposé par un parti politique. Voilà, c'est les partis politiques des candidats qui proposent des assesseurs. Alors malheureusement, il y en a qui jouent pas trop le jeu. Enfin, ils jouent le jeu tant qu'ils ont un candidat. Quand ils n'ont plus de candidat, ils s'en vont. Ce que je trouve d'ailleurs déplorable.
je l'ai déjà dit à certains, parce que je pense que c'est un geste citoyen d'être présent sur un bureau de vote et de dire je fais un geste citoyen quand j'ai un candidat et puis quand j'en ai plus, j'y vais pas. C'est pas très sport. Voilà. Donc voilà, donc soit vous êtes parrainé par un parti politique, soit c'est pas le cas, hein, et puis dans ce cas-là, vous pouvez vous présenter donc au service des élections et puis on prendra en compte votre candidature. Bon. Maintenant, vous avez un peu le temps pour y réfléchir parce que sur le court terme, il n'y a pas d'élection. Profitons-en. On est maintenant sur une année blanche en 2018, normalement, si les choses vont correctement. Donc on se donnera rendez-vous un peu plus tard. Et toujours une question de Skewcoman. Concernant le skatepark, en 2018, votre mandat sera presque terminé. Ah bon ? Ne serait-ce pas une promesse en l'air ? Écoutez, si mon mandat se termine en 2018, alors même si je viens d'avoir des problèmes de santé, alors vous avez peut-être des informations que je n'ai pas, mais enfin, pour l'instant tout va bien, merci. Sauf si je démissionnais aussi en 2018. Mais normalement, le mandat s'arrête en 2020. Voilà. Donc il reste encore un petit peu de temps. Et sincèrement, sur ce sujet-là, je ne me défile pas, très clairement. J'essaie, autant que faire se peut, de tenir mes engagements. Je rappelle, c'est un engagement que j'avais pris en 2015. Voilà, cet engagement sera tenu, voilà, très clairement. Une question de Damien. Quid des grèves 2 fois par semaine en ce mois de juin qui privent les enfants d'accueil le matin, le soir et de cantine le midi ? En tant que parent, il est compliqué de faire comprendre ces absences à son employeur. Oui, alors c'est pas moi qui organise les grèves, hein, je vous rassure, qu'il n'y ait pas de difficulté là-dessus. Maintenant, je ne mets pas en cause le droit de grève, hein, bien au contraire, hein, je pense que voilà, c'est un droit qu'il faut maintenir. Évidemment, une grève, c'est fait pour gêner, parce que si ça ne gênait personne, on ne ferait pas de grève, hein, ça c'est clair. Donc elle est faite pour gêner. Je conçois les difficultés que vous pouvez rencontrer, notamment au niveau des écoles, notamment au niveau de la restauration scolaire, qui peut générer des difficultés. Je peux vous dire clairement, on est même un peu hors la loi, puisqu'en fait on prévient les parents qu'il va y avoir un mouvement de grève, alors qu'on n'aurait même pas le droit de le faire. Bon, là, je dirais les organisations syndicales tolèrent ces us et coutumes de la ville de Bourges, mais en tout cas, on pourrait nous reprocher de le faire, très clairement. Donc voilà, à partir de là, on essaie aussi de répartir les agents non grévistes dans l'ensemble des structures scolaires de restauration, par exemple, si on prend ça. Malheureusement, dans certaines écoles, il y a des nids, enfin, je vais l'appeler comme ça, quoi. Et dès lors qu'il y a un nombre de grévistes importants sur certaines écoles et moins sur d'autres, parfois on a du mal à faire basculer. Je comprends les difficultés. Après, les revendications des organisations syndicales, j'en comprends quelques-unes, d'autres, je les comprends un peu moins. Ce que je peux souvent regretter, c'est que certains syndicats commencent par faire grève, lancent un préavis avant de discuter. Moi, je trouve que la méthode, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on commence à discuter avec les autorités, et le maire en particulier ou ses services. Si on ne trouve pas de terrain d'entente, ce qui est possible, hein, on ne peut pas dire oui à tout et non à tout non plus, qu'il y ait des grèves qui soient mises en place, ça je peux le tolérer, mais souvent on fait les choses à l'envers. La question suivante est posée par Marina. Les travaux de la rue Louis Mallet vont-ils démarrer prochainement ? Oui. A priori, alors sous réserve, il faut faire valider tout ça par l'agglomération. Enfin, il y a un transfert de voirie qui va se faire de la commune vers l'agglomération parce que la rue Louis Mallet est dans les faits une voirie d'intérêt communautaire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisqu'elle était dans un intérêt communal. Du fait que c'est une voirie qui rejoint la rocade qui ramène sur le centre-ville, qui traverse une zone d'activité, les Langeons, pour ne pas les citer. Enfin, voilà. Donc il y a quelque chose qui s'appelle une CLEC qui va se réunir, je crois que c'est le 17 juillet de mémoire, enfin en tout cas d'ici 15 jours, 3 semaines, qui va autoriser donc, le transfert de cette voirie à l'agglomération et qui va chiffrer en fait le coût de ce transfert. Dès lors que la CLEC se sera réunie, on a prévu donc de réaliser donc, la réfection de la rue Louis Mallet, donc voirie, bordure de trottoir. On ne fera pas l'éclairage public, malheureusement. C'est à peu près 18 mois de travaux.
hein, à cheval sur 2018 et 2019. La question suivante est posée par Léo. Quels sont les projets à venir derrière la fac de droit dans le quartier Laïtol? Alors, derrière la fac de droit, derrière la salle d'armes, ce qu'on appelle le grand bâtiment de la salle d'armes qui a été réhabilité. Alors, pour l'instant, enfin rien ou pas grand-chose. Enfin, que j'ai pas grand-chose, c'est un coup. On va d'abord réaménager cet espace, hein. Là, c'est un peu Beyrouth, hein. C'est un peu la zone, comme on dit, et comme diraient les jeunes. Donc, on a prévu d'aménager par des voiries, hein, des certes, et puis faire en sorte que les terrains, les parcelles qui resteront disponibles, qu'on puisse un peu les enherber, mettre quelques arbres pour pas trop, on ne va pas en faire une forêt, mais de manière à ce que rendre le secteur un peu plus agréable à la vue, de manière puisqu'en fait c'est des zones qui sont prévues en zone d'activité, hein, zone d'activité économique, et donc quand on a aujourd'hui je sais pas, des entreprises qui souhaitent s'implanter ou des sociétés, c'est vrai que voir un peu ce secteur-là, c'est pas très sympathique. Donc j'ai souhaité à ce qu'on le rende un peu plus sympa, de manière à donner une meilleure image du secteur pour les entreprises qui viendraient s'y implanter. Mais en tout cas, c'est bien les entreprises qui doivent s'implanter dans ce secteur-là. Donc les travaux doivent être réalisés. Je pense qu'on les démarrera, j'imagine, la fin de cette année et en tout cas le reste sur 2018. La question suivante est posée par Jennifer. Quand comptez-vous faire effectuer l'élagage des arbres sur le canal de Berry? Alors, excusez-moi, je ne connais pas le planning d'élagage des arbres partout en ville. Ce que je sais, c'est que l'élagage, ce sont des opérations qui ont lieu tous les 3 ans. Et que là, c'est pareil, je vous engage à rencontrer Philippe Mousty, qui est en charge des travaux, qui vous dira exactement quand est-ce qu'il est prévu l'élagage sur ce secteur. Mais tous les arbres ne s'élaguent pas aussi simplement que ça, hein. Donc, il faut bien comprendre qu'un arbre, ça ne se coupe pas n'importe quoi. Je ne suis pas un spécialiste des arbres non plus, mais en tout cas, mon expérience aux travaux m'a appris qu'en fonction des périodes, en fonction des saisons, on fait des élagages. Et pour certaines arbres, ce ne sont pas les mêmes que pour d'autres types d'arbres. Voilà. Une question de John. Pourquoi la fibre n'avance pas à Bourges, le chemin de Villeneuve notamment? J'ai déjà répondu tout à l'heure en début de session. Excusez-moi, je ne vais pas reprendre complètement cette réponse. Je vous signale simplement que vous pouvez revoir donc, ce chat vidéo sur le site internet de la ville. Donc si vous mettez au début, vous allez entendre ma réponse. Simplement parce qu'en fait, dans certains secteurs, je dirais qu'on doit passer à la fibre, Orange doit passer à la fibre en aérien. Donc pour ça, il faut des poteaux. Alors soit les poteaux sont existants et en même temps ils supportent la charge, donc il n'y a pas de difficulté. Soit ils ne sont pas existants, il faut en implanter. Soit ils ne supportent pas la charge, il faut en mettre en complément. Donc tout ça, c'est une collaboration entre Orange, entre Enedis, ex-ERDF, qui doit donner l'autorisation d'utilisation des poteaux, et la ville, s'il faut compléter la mise en place de poteaux. Une question de Karim. Pourquoi pas installer des appareils de musculation et remise en forme dans certains parcs de Bourges, comme ceux que j'ai pu voir dans plusieurs villes? Oui, par exemple à Vichy, ville que je connais bien, au parc Omnisport. Ça, c'est une réflexion que j'ai eue il y a quelques semaines, hein, quelques mois, sur peut-être mettre en place un parcours sportif à proximité donc, du plan d'eau, alors pas pour faire sans doute pas tout autour du plan d'eau, mais pour continuer à aménager, à créer de l'animation et de l'activité autour de ce plan d'eau. Donc aujourd'hui, il y a la rocade fait le tour, les aménagements cyclables et piétons font le tour. On a des jeux pour enfants, on a des activités nautiques avec les clubs qui sont présents. Et évidemment, la plage dont on parle depuis le début de ce chat, et je pense qu'il faut apporter effectivement une sorte de parcours sportif dans ce secteur-là, et puis peut-être dans d'autres, hein, ça peut être envisagé dans le parc paysager, pourquoi pas. Alors je le sens moins, parce que je pense qu'on n'a pas l'autorisation dans le jardin de l'Archevêché et dans les jardins des Préfichaux, mais c'est une bonne idée, effectivement, il faut qu'on réfléchisse à animer un peu plus nos secteurs. Voilà, ça peut être aussi sur la Trouée Verte, hein, j'y pense tout de suite, sur la Trouée Verte, je pense que c'est un lieu qui pourrait tout à fait recevoir des activités, musculation ou autres agrès.
Une question de Manu sur les études sur la qualité de l'eau du lac. Est-ce qu'elles sont affichées sur la plage et l'eau est-elle saine ? Alors l'eau est saine, puisque si elle ne l'était pas, on n'aurait pas eu l'arrêté préfectoral nous autorisant la baignade. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y aura des contrôles en continu tout au long de la saison, sur juillet et août, qui sera fait par les services spécifiques. Dès lors qu'on détecte un problème, parce que ça peut arriver, ça arrive dans certains cours d'eau, que ce soit sur des plans d'eau d'ailleurs, même dans les mers ou dans les rivières, on pourrait être amené à interdire la baignade. Bon, voilà. Donc les résultats ne seront pas affichés. Il n'y a pas de raison de les afficher, en fait, c'est pas une obligation. En tout cas, sachez que si l'arrêté préfectoral a été pris et nous a été remis, c'est que la baignade est autorisée. D'ailleurs, en fait, j'étais pas plus tard que samedi dernier avec quelques adjoints, quelques élus dans le secteur du Val-de-Rond, et on s'est déplacé, et déjà, il y avait des 10-12 jeunes qui se baignaient, et puis des familles qui pique-niquaient à proximité, sur les aménagements que nous avons fait, barbecue et table et chaises, et puis quelques personnes qui étaient allongées sur la plage pour se faire bronzer. Voilà, donc les activités ont déjà démarré. Une question de Rémi. Le dispositif de ralentissement installé route de Saint-Michel crée un étranglement à cause duquel les voitures accélèrent bien au-delà des 50 km/h. Pourquoi ne pas installer de vrais ralentisseurs, des dodanes, ou un radar plutôt que de fermer la voie entrant dans Bourges, ce qui occasionne des blocages de circulation devant mon domicile et m'empêche d'entrer ou sortir en toute sécurité de mon domicile ? Oui, alors ça c'est un sujet qui date depuis très longtemps. J'avais déjà eu à le traiter du temps où j'étais adjoint aux travaux. Je sais que Philippe Mousny a le traité aussi. C'est toute la difficulté. Comment faire en sorte de réduire les vitesses dans les rues. Il n'y a pas de bonne solution, je le dis à chaque fois. Les dodanes, que vous appelez les dodanes, n'ont pas que des vertus. Posent des difficultés aux deux roues, je fais partie de cela. Font du bruit quand on passe dessus, même à vitesse faible. Secouent parfois les personnes qui sont malades. J'ai en souvenir quelqu'un pendant les rencontres pour Bourjanière qui m'avait dit qu'il souffrait du dos et qu'à chaque fois qu'il passait sur un ralentisseur avait mal au dos. Voilà, bon. Donc c'est pas la panacée. Je dirais l'effet entonnoir là, qui a été aménagé chicane sur la route de Saint-Michel a été développé dans d'autres secteurs où ça fonctionne bien. Alors peut-être, je vous l'accorde, il y a peut-être moins de circulation, c'est possible aussi. J'étais l'autre jour, dimanche dernier, je revenais d'Asnières, donc je voyais ce qui avait été fait sur la rue dont je perds le nom, qui descend sur la prospective, enfin bon, peu importe. Mais voilà, ces ralentisseurs sous cette forme-là, donc il faut, au-delà des quilles qui ont été mises, il faudrait il faudrait trouver une solution définitive, parce que les quilles, en plus, c'est pas très joli. Se pratique souvent un peu partout. On voit maintenant dans les entrées de villages, en fait, ces ralentisseurs qui sont mis en place. Je pense il y en a à Béribouille, notamment, qui est plutôt bien fait. Maintenant, voilà, il faudrait que vous revoyiez avec Philippe Mousny, l'adjoint aux travaux, s'il y a des difficultés particulières, peut-être qu'on peut déplacer, on peut revoir peut-être un peu la formule, mais je vous engage à prendre contact avec lui. Une question de Jérôme maintenant. Il reste des créneaux horaires disponibles pour l'utilisation de certains terrains sportifs à Bourges. Pourtant, le service des sports refuse de les mettre à disposition et de donner des explications. En avez-vous ? Excusez-moi, je ne suis pas vraiment au courant dans le détail de toute la gestion des terrains de sport et autres. Donc, bon, si vous avancez qu'il y a des disponibilités, très bien. Si le service des sports dit qu'il n'y en a pas, très bien. Donc il y a forcément un malentendu, ou il y en a un qui ne dit pas la vérité, ou c'est l'autre, ou il y a un malentendu. En tout cas, voilà, il y a forcément une réponse à vous apporter. Si c'est le service des sports qui vous a répondu ça, voilà, passez par l'élu, rencontrez Nathalie Bonnefoy. Bon, elle ne mettra pas, je pense, forcément en cause systématiquement la réponse du service des sports, mais voilà, s'il y a des créneaux disponibles et qui sont réellement disponibles, je ne vois pas pourquoi on ne les mettrait pas à disposition. Donc, voilà. Donc, il y a sans doute une explication à ça. Toujours Marco 18 avec une question concernant les animations médiévales. En avez-vous des retours et ces festivités seront-elles reconduites l'an prochain ?
La réponse est oui, elles seront reconduites l'année prochaine. Nous avons eu une réunion de débriefing hier à midi avec le conseil départemental et les acteurs qui ont participé donc à ces fêtes médiévales. Oui, il y aura donc je crois que même la date est arrêtée. Je crois que ça devrait être... non, elle doit être changée la date. On a dit premier week-end de juin, mais ça sera sans doute le deuxième. Bon, tout ça, ça vous sera précisé. Il y aura une autre thématique, alors je ne vous la cite pas, hein, c'est encore un peu secret. Et je pense que Michel Autissier, président du conseil départemental, voudra annoncer officiellement la thématique, mais c'est une thématique assez sympathique. Et puis on a pu débriefer justement alors le retour positif, malgré la météo du samedi là, qui n'a pas été géniale, c'est moins qu'on puisse dire. Alors bon, ça fait 2 années de suite, je pense que la troisième ça sera mieux, mais voilà, globalement il y a de très bons retours, mais par contre collectivement on a trouvé des axes d'amélioration, des choses à apporter. Donc le circuit du défilé partira d'ailleurs, voilà, on ira allez, on va. J'espère que le président du conseil départemental ne m'en voudra pas, mais je vais livrer simplement un secret, c'est que la déambulation commencera au bas de la rue Leron. Voilà. Une question de Manu. Connaissez-vous le nombre de spectateurs de la descente infernale cette année? Oui, alors c'est approximatif, hein, parce qu'on calcule ça par rapport aux drones qui ont passé au-dessus. En tout cas, plus que l'année dernière, et on estime 1000 spectateurs de plus. L'an dernier, on était 14 000, donc 15 000. Lina vous explique une situation. Donc, ma fille finit un service civique dans un collège et a postulé pour être surveillante dans un autre établissement. J'ai vu que vous aviez posé avec des jeunes adultes qui ont eux aussi fait des services civiques. Que pourriez-vous faire pour aider ces jeunes à renouveler si tel est leur souhait? Alors, vous savez, après, c'est le choix de chacun. Justement, c'était intéressant de discuter donc, avec ces jeunes. C'était avant-hier, je crois, de mémoire, parce qu'en fait, j'ai justement questionné donc, sur ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont engagés sur un service civique et surtout ce qu'ils voulaient faire après. Alors c'est divers, hein, il y en a d'ailleurs qui vont reprendre leurs études, hein, pour certains, d'autres, voilà, à côté de moi, j'avais un jeune qui veut être auto-entrepreneur. Vous voyez, après, c'est le choix de chacun. C'est une période qui me semble intéressante parce qu'elle permet justement de faire un break parfois dans ses études pour ceux qui en font, qui permet un peu de réfléchir sur soi-même, permet d'apporter aussi un service, hein, notamment dans les collectivités. Donc ça, c'est des choses intéressantes et très ciblées. Et puis prévoir la suite. Donc le cas de votre fille. Il y a aussi quelques cas, je dirais, de service civique, hein, je crois qu'on peut le dire, qui est une période où on dit pendant 6 mois, moi je ne serai pas au chômage, quoi. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. C'est pas l'objectif, en tout cas. Hein, c'est vraiment se mettre un peu le pied à l'étrier sur une activité professionnelle et puis qu'un sens civique, hein, c'est bien l'appellation, de manière à pouvoir éventuellement s'orienter plutôt dans ce type de domaine. Donc c'est pour ça que, bon, le cas de votre fille, si je comprends bien, voilà, si elle s'engage dans un service civique, c'est pour 6 mois. Après, derrière, ça n'ouvre pas forcément systématiquement toutes les portes. Une interrogation de JL18. Qu'avez-vous cédé à la CGT pour débloquer l'atelier municipal vendredi dernier? Écoutez, ça fait partie des éléments que je dois garder, c'est entre les syndicats et moi-même. La question suivante est posée par Baptiste. Quelles sont les perspectives d'emploi dans l'agglomération, dans l'industrie? Dans l'industrie. Écoutez, on est plutôt sur une période plutôt favorable. Voilà, si j'en crois, ce que je peux lire dans les journaux, mais je m'informe déjà sur ce domaine-là. Bon, j'ai rencontré récemment les dirigeants de MBDA. Je vais rencontrer très bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine, le nouveau directeur de chez Michelin, et j'ai rencontré le patron de Nexter. On est plutôt sur une période favorable, donc il faut en profiter. 165 embauches à MBDA l'année dernière, à peu près le même nombre qui est prévu sur 2017.
quelques dizaines d'embauches chez Michelin, l'activité de Nexter qui fonctionne bien aussi. Et quand on a donné ce randonneur d'ordre, ça veut dire que derrière, il y a tout un réseau aussi qui fonctionne autour, des sous-contractants et des sous-traitants. Donc on est plutôt sur une dynamique. Alors, après, la problématique de nos industries d'armement, puisque j'en viens et j'ai passé quelques années, donc je peux me permettre d'en parler, c'est qu'en fait, les marchés sont soumis à des contextes géopolitiques. Et qui fait qu'en fonction de ces contextes, des marchés qui sont négociés tardent parfois à être signés. Donc, ce qui fait que les charges elles peuvent être fluctuantes. On peut vivre 4, 5, 6 années où les industries sont en difficulté, et puis d'un seul coup, être sur un pic. C'est ce qui vient d'arriver à MBDA sur des dossiers qui ont été traités depuis très longtemps. Donc voilà, je crois qu'il faut bien sûr se reposer sur ce pôle d'excellence qui est l'aéronautique et la défense sur notre ville, sur notre agglomération, sur notre département et sur le département voisin de l'Indre aussi, bien évidemment. C'est pour ça que l'agglomération porte un projet sur ce pôle d'excellence. Mais il faut aussi travailler sur les autres sources d'emploi. Je crois qu'il ne faut pas imaginer qu'on aura d'autres grandes industries sur nos territoires. Je crois que maintenant il faut oublier ça, mais je crois plus, faut oublier ça. Je crois qu'on est plus sur des structures plus petites, sur des startups qui peuvent se développer, parfois en collaboration justement avec ces autres industries, mais plutôt sur des petites PME, sur des PME en tout cas, et puis des développements comme on l'a, par exemple, on a un peu cette spécificité sur les plateformes logistiques. Oui, le fait que notre agglomération soit au centre de la France a permis de mettre en place la base logistique Intermarché, la base logistique Carrefour qui sera opérationnelle au mois de septembre l'année prochaine, d'autres bases logistiques là, qui vont probablement s'implanter à proximité de Trouy, vers la Rocade. Donc on voit qu'on a du potentiel, on voit qu'on évolue. Je sais que Recticel a des projets d'agrandissement, donc on est plutôt aujourd'hui sur une vague positive, donc il faut la cultiver, il faut qu'on en profite. Amélie vous demande s'il est vrai que les gardiens, cimetières, complexes sportifs, vont être transférés dans une société privée. Que vont devenir les employés déjà présents? Et pensez-vous qu'une société de gardiennage s'occupera aussi de l'hygiène et des autres attributions de vos gardiens actuels? Excusez-moi, je fais un petit break. Il fait 40 degrés ici. Et mes collaborateurs sont en jupe et en short, donc ça va très bien pour eux. Mais pas moi. Oui, alors je vais vous expliquer ce que j'ai expliqué au syndicat la semaine dernière. Je vais essayer de faire simple. Vous savez que l'une des difficultés aujourd'hui de la ville de Bourges, une difficulté financière, même si les choses commencent un peu à s'améliorer, mais on n'est pas au bout du banc et sans savoir ce que le futur gouvernement va décider. Bon. On parle de suppression de la taxe d'habitation, très bien, mais remplacée par quoi? Enfin, voilà. Bon, en tout cas, bon, voilà. On a fait des économies depuis le début du mandat, pas suffisamment, en tout cas, mais en tout cas, voilà, on a fait des économies. Et puis, parmi les charges financières, les plus importantes, ce sont les charges salariales, qui représentent 60% des budgets de fonctionnement. Sur un budget, allez, 90 millions d'euros, un peu moins, mais enfin, prenons ces chiffres-là. Donc, vous voyez ce que représente, ces 60%, c'est 54 millions d'euros. On a en prévision, quand on regarde en perspective jusqu'à 2020, la fin du mandat, on a des départs qui sont prévisionnels. Notamment les départs en retraite. Il peut y avoir d'autres départs, des mutations, des décès, je ne les souhaite pas, mais enfin, ça c'est naturel. Mais en tout cas, pour ceux qu'on prévoit, on a une perspective. Jusqu'à présent, ces dernières années, il y avait 30 à 40 agents qui partaient, qui demandaient leur départ en retraite par an. Bon. Donc c'est pas beaucoup, mais en tout cas, il faut les traiter. Pour ça, on a mis en place aussi des outils qu'on appelle des commissions emploi. Alors pour faire simple, ce sont les chefs de service et directeurs qui viennent présenter justement leur perspective de leur propre effectif jusqu'à 2020 et au-delà, et passent devant un jury d'élus, pour justifier le remplacement des départs prévisionnels. Bon. Alors soit ils jugent bon de ne pas remplacer parce qu'ils considèrent que l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, la charge qu'ils ont,
sont compatibles, voilà, ils ne sont pas en sous-effectif, soit ils jugent bon qu'il y ait ces remplacements-là, et auquel cas, s'ils ont suffisamment d'arguments et qu'ils nous convainquent, on fait des remplacements. D'ailleurs, on a fait des remplacements encore. Voilà, j'ai signé un courrier il y a 2 jours pour un remplacement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne remplace pas tous les départs, mais en tout cas, on est plutôt sur cette politique. L'autre solution, c'est de dire est-ce que ces charges ne doivent pas être pour certaines externalisées. Alors, je vais prendre un exemple très précis. Je vais prendre l'exemple du gardiennage dont vous parlez. Alors, sincèrement, on n'a pas très avancé sur ce sujet-là. Mais le gardiennage, vous savez, je travaillais avant dans une autre industrie que vous connaissez bien, MBDA, je l'ai cité tout à l'heure. Et quand je suis arrivé en 87, jusqu'au moins au milieu des années 90, le gardiennage de cette entreprise était fait par des gardiens qui étaient des salariés à l'époque aérospatiale. Et depuis, le gardiennage a été externalisé pour des raisons de coût essentiellement. Bon. Et le cas de MBDA, quand vous allez dans n'importe quelle grande entreprise, vous allez le retrouver. J'étais à la centrale de Belleville il y a quelques semaines. Tout le gardiennage se fait par des sociétés extérieures. Bon. Donc les choses évoluent. Un autre cas qui a été évoqué l'autre jour en commission emploi, justement, c'était la situation dans les cimetières, notamment des fossoyeurs. D'abord, ce n'est pas un métier qui est très drôle, mais en tout cas, il faut bien le faire. Et puis, c'est un métier qui est pénible. Alors, quand vous êtes fossoyeur, vous avez 20 ou 30 ans, bon, vous êtes en pleine force de l'âge, ça ne vous pose pas trop de difficultés, mais quand vous restez au même poste à 50 ans, vous ne savez plus faire, physiquement. Donc, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il faut qu'on conserve cette activité en interne ou continuer. Et si on conserve en interne, ça veut dire qu'on va avoir des agents qui, au bout d'un moment, ne pourront plus travailler, seront en arrêt maladie ou en arrêt, on ne pourra plus les réemployer ailleurs. C'est une charge salariale pour la collectivité, mais ça, c'est comme ça, c'est normal. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on regarde. Est-ce que c'est la vraie vocation d'une collectivité de garder tous les métiers en interne? Et je sais que dans d'autres villes, sur le cas des fossoyeurs, cette opération est externalisée. Bon, voilà. Alors je suis pas aujourd'hui, nous ne sommes pas sur une volonté de tout mettre les services publics dehors, bien évidemment, mais à chaque fois qu'on a une opportunité, c'est se poser la question. On se pose la question, on fait ou on ne fait pas, mais en tout cas on doit se la poser. Bon, voilà grosso modo l'approche que nous avons aujourd'hui, mais en tout cas aucune décision n'est prise dans le domaine. Une question de Bernard. Quel bilan pouvez-vous tirer des premiers mois d'entrée payante dans les musées? Alors, c'est un peu compliqué à dire parce qu'on n'a pas suffisamment de retour d'expérience. D'aucuns disent qu'il y a plus de visiteurs. Sincèrement, je crois que... D'ailleurs, je ne sais pas si on sera capable un jour de le dire. Parce qu'en fait, comme avant, on ne comptait pas les visiteurs parce qu'on n'avait pas les moyens de les compter, je ne vois pas comment aujourd'hui on peut dire qu'il y en a plus ou il y en a moins. Voilà. Maintenant, une chose est sûre, c'est que depuis que les entrées sont payantes, on va pouvoir compter le nombre de visiteurs qui rentrent, payants, et puis voir l'évolution au cours des années. Sincèrement, je pense que ça n'a pas un impact négatif. Enfin, s'il y a moins de visiteurs, c'est sans doute pas dû à ça. Ouais, vous savez, on est une des rares villes où les musées sont gratuits, ou tout au moins non payants. Moi, il m'arrive de visiter un certain nombre de musées, la plupart du temps, ils sont payants. Et puis je peux même vous dire que dans la pratique, des visiteurs qui viennent voir dans les musées à Bourges, souvent à l'entrée, au moment de partir, ils demandent où est-ce qu'il faut payer, quoi. Donc vous voyez, le non-paiement ou la gratuité n'est pas forcément si évident. Donc voilà, je crois que, vous savez, d'abord on n'a pas des tarifs qui sont excessifs. Et dès lors que c'est une prestation, bien évidemment, qu'elle soit payante, c'est pas complètement anormal. Enfin, on ne peut pas faire tout gratuit. En tout cas, une fois encore, il n'y a rien de gratuit. C'est forcément payant. Si une gratuité, quelque part, si on l'offre, à des visiteurs du musée, c'est le contribuable, c'est vous, c'est moi qui le payons. Donc voilà, je crois qu'il faut pas noircir le tableau. Je pense que ni l'embellir non plus, ni dans un sens ni dans l'autre, mais en tout cas, on aura là au moins un moyen de comptage. Une question de Clarisse maintenant. Que pouvez-vous faire pour encourager le développement des dessertes de train entre Bourges et Paris? Alors j'aurais tendance à dire pas grand-chose. Voilà, je crois que sur ces sujets-là, il faut pas qu'on soit tout seul en fait. Il ne faut pas qu'on soit tout seul. Ce n'est pas le maire de Bourges ou le président de l'agglomération qui peut faire bouger les lignes ferroviaires, excusez-moi de l'expression, mais il peut faire bouger les lignes, même si j'ai des contacts réguliers avec le directeur régional
des lignes SNCF et je reçois d'ailleurs le nouveau prochainement. Je crois que le rendez-vous est calé. Je pense que c'est un travail collectif parce que nous ne raisonnons pas forcément que les problématiques Bourges-Paris. Il y a aussi Bourges, Paris, Montluçon. Il y a les problématiques avec Saint-Amand, avec Châteauroux. Donc je pense que là aussi, comme je disais au début de ce chat, il faut être groupé, il faut travailler groupé pour faire poids. Et si individuellement, si on mène des actions, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, mais il faut faire réfléchir ça, mais ce n'est pas si évident que ça, parce que je crois qu'il y a un moment donné, il y a une problématique de choix politique, mais pas politique de politicienne, le choix politique de la SNCF. Excusez-moi l'expression, mais qui a loupé un train, parce qu'elle n'a pas su s'adapter à l'évolution de la société depuis 25-30 ans. Et depuis l'arrivée de l'autoroute, je crois qu'il y a un vrai changement. Les fréquences l'utilisation des trains, du coup, a chuté. Du coup, les lignes ont été supprimées. Et puis maintenant, on a plus tendance à vouloir utiliser les transports en commun, mais on n'a plus de lignes. Donc, comment on n'a plus de lignes? On prend la voiture. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, je pense qu'il y a une vraie stratégie globale de développement du territoire. Mais le territoire, ce n'est pas le territoire de Bourges, ni l'agglomération, ni le département du Cher. C'est quand même quelque chose de plus global. Et il faut qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps. Et je compte bien sensibiliser les nouveaux députés du département sur ce sujet. Une interrogation de Roméo. Serait-il possible de rendre les goûters de l'accueil pour les enfants plus copieux? Car c'est un peu juste. Oui, peut-être. Alors moi, je veux pas de ces retours-là. C'est la première fois que j'entends ça, mais je pense que si vous le dites, c'est pas votre seul cas. Là, les goûters vont être revus, puisque là aussi, on a changé on n'a pas changé de prestataire, on a changé le marché de prestation des restaurations scolaires, plus goûter, plus SAS et donc, en fait, je pense que les goûters de mémoire ont été aussi repensés. Donc, attendre la rentrée, peut-être qu'en fait, les choses vont évoluer. Et si réellement, vous trouvez que les goûters ne sont pas suffisants, mais je vous dis, vous avez peut-être déjà fait des retours à Marcella Michel ou au service, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On verra si on peut adapter effectivement ces goûters, les grossir un peu plus pour que les enfants aient quelque chose dans le ventre à 4 heures avant de faire leur devoir. Une question de Marie 18. Lors du dernier orage, des arbres dont les racines sont dans l'Iévrette sont tombés rue Charlet. D'autres sont toujours implantés dans la rivière et sont très dangereux. Que faire? Alors, on ne peut rien contre les orages. Par contre, il y a toujours en continu des vérifications sur la qualité et la santé en fait, des arbres. C'est ça qu'il faut regarder. Sachez bien qu'on a des équipes aux espaces verts qui tournent tout au long de l'année pour s'assurer que les arbres sont en bon état et ils ne risquent pas de créer ce type de risque. Bon, malheureusement, il peut y avoir des cas de figure en période d'orage où les cours d'eau se gorgent d'eau ou viennent raviner les rives et mettre en fragilité peut-être des arbres qui n'auraient pas été en temps normal. Bon, ça, on ne peut pas réellement le prévoir. Vous savez, quand on regarde quand même ce type d'incidents sur la ville de Bourges, ils sont très très peu nombreux. Alors, c'est vrai que le jour où ça arrive sur votre maison ou sur votre voiture, c'est fort dommageable. Mais en tout cas, on n'a pas beaucoup de risques. Mais voilà, il y en a quand même régulièrement. Je me souviens qu'il y a eu des problématiques sur le parking de Juranville il y a 4 ans peut-être à peu près, de mémoire. Il y en a eu, je crois, l'an dernier, à proximité de la place Sainte-Catherine ou dans le secteur. Bon, il y en a rue Charlet, mais voilà, ils sont quand même pas très nombreux, mais sachez qu'on est très vigilant sur la surveillance des arbres à Bourges. Une question de Kevin. J'ai entendu votre réponse sur le problème de la fibre pour les habitants du chemin de Villeneuve. Je voulais savoir sous quel délai allons-nous avoir la fibre, car à ce jour, il est quasi impossible pour les habitants de ce quartier d'accéder dans de bonnes conditions au télétravail. Oui, alors là encore, je ne vais pas pouvoir vous répondre en fonction de votre adresse précisément, de savoir quand est-ce que vous aurez la fibre. Là, je vous engage à prendre contact avec Kevin Guéguen, qui a pris à bras-le-corps ce sujet depuis 2 mois maintenant, et qui est en capacité, zone par zone, de vous indiquer. Alors, je lui ai demandé au trimestre près, de manière à ce que ce soit
on n'est pas forcément en capacité d'être toujours très précis, mais en capacité au trimestre près pour vous dire quand est-ce que vous aurez la fibre sur la fin de chemin de Villeneuve. Il m'a apporté la réponse sur le chemin de Villeneuve, je l'ai plus en tête, mais en tout cas, c'est vraiment une question de semaine maintenant. La question suivante est posée encore par Jimmy de Bourges. Des actes de vandalisme ont récemment eu lieu sur une photo exposée autour du jardin de l'Archevêché. Ne disposez-vous pas d'un système de vidéosurveillance pour ce joli quartier? Et bravo pour la réactivité des employés de la ville qui ont rapidement réparé la photo. Très bien, bravo. C'est d'ailleurs Sabine Simon qui s'en est occupée. Je tiens à la féliciter, elle est juste là. Merci Sabine. Oui, vous savez, tous les ans, il y en a une qui est vandalisée, c'est dommageable. Bon, on a des caméras de de protection à proximité, mais vous savez, je ne voudrais pas vous le dire, mais on est entre nous, hein, personne ne nous écoute. Le fait de refaire une photo vaut mieux que poursuivre ceux qui ont vandalisé la photo, quoi, parce que finalement, on va y passer du temps, et surtout l'intérêt, c'est voilà, remettre la photo le plus vite possible pour que les bureaux et les visiteurs puissent visiter. Une question de Virginie. Où en est la ville de Bourges dans la réduction de l'usage des pesticides? Plus de pesticides. Zéro pesticides depuis très longtemps. Hein. Ça ne date pas d'hier. Hein. J'aurais tendance à dire que ça date au moins de 6 ans, 6-7 ans, au moins. Une question de Lina. Qu'en est-il de l'état de santé de l'Office du tourisme de Bourges? Une équipe formidable et très serviable. Bah, écoutez, vous le dites, hein, l'équipe, effectivement, s'est bien réadaptée. Voilà, on a vécu une période un peu compliquée, notamment il y a un an, presque jour pour jour, c'était au mois de mai. Voilà, j'ai tout entendu, j'ai tout lu d'ailleurs sur ce sujet-là, partout, voilà, en disant voilà, qu'il n'y aura plus d'office de tourisme à Bourges, ça va être la catastrophe. Bon, ça, c'est toujours les râleurs. En tout cas, nous, on avait comme perspective, objectif, bien sûr, qu'il y ait un office de tourisme. Alors là, il est communautaire parce qu'en fait, la loi NOTRe a imposé, donc depuis le 1er janvier, la promotion du tourisme, comme compétence à l'agglomération. L'organisation qu'on a mis en place avec la D2T, hein, qui est en charge la promotion du tourisme sur l'ensemble du département, est une vraie collaboration. En tout cas, moi, ça faisait des années que je disais qu'il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose de commun. Donc là, l'opportunité nous a permis effectivement d'aller plus vite. Donc c'est une bonne chose. Voilà, les équipes sont ravies. Moi, je les ai rencontrées il y a un mois de ça, c'est tout au moins le mois dernier. Ils sont ravis de travailler ensemble. Ils ont plein de projets. On trouve des synergies et c'est ça qui est important. Donc voilà, je pense que les choses fonctionnent bien, mais j'avais aucun doute là-dessus. Une question de Gabi. Quels sont vos projets pour notre ville pour la rentrée de septembre? D'abord, les projets, la rentrée scolaire déjà. Pas de projet extraordinaire pour la ville. Donc, vous allez retrouver un peu les rituels de rentrée, la fête des associations, tous ces sujets de rentrée. Vous allez avoir le défi interentreprise qui va avoir lieu, comme d'habitude, sur le plan d'eau du Val d'Oron. Vous allez avoir toutes les animations, la foire de la gastronomie, enfin j'appelle la foire de la gastronomie qui va avoir lieu aussi, comme d'habitude. Je pense qu'on va avoir de nouveau la foire aux moules dans la rue d'Oron, on va voir les folies berruyères. Donc voilà, c'est toutes les animations et ça c'est très important qu'on poursuive là-dessus. Alors comme grand projet, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, c'est les projets portés par l'agglomération sur les investissements structurants, alors qui vont pas être présents au mois de septembre, mais voilà, c'est toutes les études qu'on va lancer, c'est toute la préparation des budgets, voilà, on attend avec impatience aussi, c'est plus pour 2018, mars 2018, la pose de la première pierre de la Maison de la Culture, donc ça c'est le vrai sujet, c'est la fin ou la continuité des réflexions sur l'utilisation de la Maison de la Culture actuelle, c'est la poursuite des activités de la zone, la poursuite des activités, de l'aménagement de la zone d'activité du Moutet, avec
ce sont les aménagements des giratoires, l'aménagement de l'échangeur de l'autoroute, du giratoire sur la rocade entre la porte de Trouy et l'échangeur. C'est le début des travaux de la plateforme logistique de Carrefour. C'est tout ça à la fois. C'est la rentrée universitaire. Enfin, voilà, c'est tous ces projets-là rituels et tous les nouveaux projets qu'on met en place. C'est les réflexions, on en parlait tout à l'heure sur le nouveau skatepark. C'est tout ça qui va démarrer. Le travail sur les congrès, on va avoir d'autres congrès qui vont avoir lieu l'année prochaine. Donc voilà, plein de choses pour animer la ville, plein de choses pour les verrouiller, plein de choses pour les familles, plein de choses pour travailler sur l'attractivité du territoire. Donc on n'arrête pas. Enfin, je félicite l'ensemble des services, l'ensemble des élus qui ont ça en tête, comme ça comme objectif en tête, c'est d'être à l'écoute des verrouillés, c'est de travailler sur l'attractivité de notre territoire, tout en faisant attention aux finances. Une question maintenant de Jean-Marie de Bourges. Côté numérique, pourquoi la ville n'a-t-elle pas d'application sur Google Play et pas d'espace numérique partagé? Voilà, vous avez tout dit. Alors déjà, on a le Castor Plus qui a démarré sur les premières applications il y a quelques mois. C'était au printemps une reprise du Castor pour dédier bien sûr toujours aux travaux, mais aussi à d'autres services. Et donc on veut tendre cet outil. Donc on a commencé par les travaux et d'autres services, mais on veut vraiment ce qu'il soit la porte d'entrée en fait du service public sur la collectivité et même de l'agglomération. Donc voilà, ce nouveau produit est en place et nous le testons un an sous sa forme et nous le ferons évoluer. Nous le ferons même évoluer au niveau de l'agglomération, c'est un projet. Et puis, mais je partage votre avis. Aujourd'hui, on a l'état. Je crois qu'on a un problème. Il faudrait qu'on arrive à utiliser des outils qui existent, on va dire, sur le commerce, et qu'on arrive à rentrer toutes nos applications sur ce même outil. Voilà. Donc, voilà, c'est une démarche un peu nouvelle dans la conception, mais je partage complètement votre avis. Il faut qu'on soit meilleur. Mais on s'est beaucoup amélioré depuis le début du mandat, sur ce niveau, sur ce point de vue-là, et bien d'autres. La question suivante est posée par Sarah. Y aura-t-il une soirée pour les étudiants organisée par l'agglomération à la rentrée? La réponse est oui. Je ne connais pas la date, mais en tout cas, l'édition, la troisième édition, je crois de mémoire, ou plus, mais en tout cas, j'ai participé à chaque année, aura lieu. Voilà. C'est le Happy Campus, je crois de mémoire. Une question suivante posée par Evelyne. Est-ce que Bourges va reprendre l'école sur 4 jours? Alors, de toute manière, pas la rentrée. Ça, c'est clair, parce que pour des raisons purement administratives et d'organisation, parce que d'abord, il aurait fallu que, vous savez que un décret a été pris par le ministre il y a une semaine à peu près, il est paru il y a une semaine, donc il aurait fallu, entre l'apparition du décret et la rentrée, que 100% des conseils d'école donnent l'avis favorable. Donc déjà matériellement, pour réunir 100% des conseils d'école, ça aurait été pas possible. Donc voilà, sachant que c'était une dérogation et sachant que l'aide de l'État sur ces activités, on va dire périscolaires, est maintenue pour l'année scolaire qui va démarrer. Donc on ne bouge pas. Maintenant, il va falloir qu'on se pose la question pour la rentrée d'après. Alors moi j'aurais tendance à dire sauf si l'ensemble des conseils d'école est favorable à revenir sur 4 jours, je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais en tout cas pourquoi pas. Mais dès lors que l'aide financière de l'État est maintenue, je pense qu'il faut poursuivre. Mais si l'aide de l'État diminue ou est supprimée, en tout cas financièrement, on ne sera pas en capacité de soutenir ces aménagements scolaires et on devra par la force revenir aux 4 jours. La question suivante est posée par Paloma. Rumeur ou scoop sur la réalisation d'une piscine ludique dans Bourges? Pas rumeur, scoop si on veut, mais sauf que la décision a été prise au conseil communautaire de lundi, donc ça a été repris d'ailleurs dans les journaux, l'excellent Berry républicain. Donc oui, il y aura un centre
aquatique, ludique, aquatique et centre de bien-être. On est vraiment sur un projet plus global qui sera porté par l'agglomération et pas par la ville. Une question de Marion. Que fait la ville pour aider les plus fragiles pendant les périodes de canicule? Plus fragiles étant essentiellement les personnes âgées. Donc là, c'est le CCAS a mis en place depuis quelques années tout un système on va dire de veille, notamment des personnes âgées. Je pense aux personnes isolées, notamment. S'assurer qu'ils aient des visites par la famille, par des amis. Si ce n'est pas le cas, des appels téléphoniques que le CCAS donne pour s'assurer que la personne âgée est en bonne difficulté. Le rappeler aussi les consignes de base, c'est ouvrir l'appartement, ouvrir la maison la nuit pour pouvoir faire entrer l'air frais. C'est refermer tôt le matin. C'est boire pour les personnes âgées, beaucoup boire, de l'eau bien sûr. Beaucoup boire et puis voilà, et puis pas trop d'activité, voilà, c'est quelque chose qui est bien rodé et on n'a pas de difficulté là-dessus. Et puis on a aussi les personnels du CCAS qui se déplacent, notamment les infirmières qui sont en visite auprès des personnes âgées qu'elles ont en charge. Nous arrivons à la dernière question de ce chat. Cette question est posée par Claire de la Belle Province. Félicitations pour votre chat vidéo, bel exemple de démocratie participative. Il y a beaucoup de questions, mais combien de spectateurs? Quel sera votre prochain projet numérique? Alors, le prochain projet numérique, on en a plein en tête, mais le problème, c'est que, voilà, il faut... En fait, les projets numériques que l'on a aujourd'hui, c'est surtout peut-être faire développer ceux qui fonctionnent déjà. Voilà, c'est plutôt ça, plutôt que s'en mettre partout, parce que, voilà, je crois qu'il faut bien faire fonctionner ce qui fonctionne aujourd'hui. Il y a parfois des petites imperfections, il faut qu'on développe, il faut qu'on fasse des choses aussi parfois autrement. Vous savez, le chat d'aujourd'hui, on avait prévu de le faire en extérieur, pour tout vous dire. Bon, la météo était pas très clémente hier, donc moi j'ai pris la décision de le refaire en studio, mais voilà, on voulait le faire à l'extérieur, dans le jardin de l'archevêché, ça permettait de voir, que les promeneurs puissent voir comment ça fonctionne. Donc c'est développer ces choses-là. Alors les chiffres sur le numérique, c'est voilà, je vais vous donner des grands chiffres. Sur Bourges TV, c'est-à-dire sur le site internet de la ville, c'est au moins 100 vues sur le site de la ville, sur Bourges TV. Et ce soir, pour vous donner le chiffre, il y avait 1900 personnes sur Facebook. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est important. Le numérique fonctionne bien aussi sur les conseils municipaux, conseils communautaires. Voilà, alors c'est variable en fonction des sujets, mais c'est plusieurs centaines de connexions et de suivi. Donc, voilà, je crois que l'outil numérique il fallait qu'on se mette à la page, il fallait qu'on avance là-dessus. Et puis, moi, je suis très soucieux, vous l'avez cité, je vous remercie de nous avoir félicité sur le sujet, de cette démocratie, de cette transparence. Moi, c'est ma manière de fonctionner, c'est d'être transparent. Je pense que tout à chacun est capable de comprendre dès lors qu'on lui explique et qu'il met de la bonne volonté pour comprendre. Donc c'est ça l'essentiel, et ce moyen-là le permet. Donc en plus ce soir, moi je suis très fier parce qu'au-delà de voilà qu'on ait fait en studio qui fait 40 degrés, je m'étais engagé juste avant l'été de faire un chat de 2 heures. Je vous avoue que je ne ferai pas 3 heures, donc voilà, c'est une bonne expérience, parce que là on ne va pas se voir jusqu'au mois de septembre, puisque le prochain rendez-vous a lieu le 13 septembre à 19h. Mais en tout cas, je voulais remercier aussi l'ensemble de mes collaborateurs qui me supportent pendant cette chat vidéo tous les mois. J'entends Sabine qui reprend les questions oralement, Benoît Chaussé qui est à la technique en face de moi, en face de la caméra, et les deux personnes qui sont en coulisses, qui récupèrent les questions et qui gèrent toute la régie. C'est un vrai travail intéressant, ce chat vidéo, et je voudrais vraiment les remercier pour tout ce qu'ils font, évidemment pour le maire, mais aussi pour les administrés qui s'intéressent à ce chat. Merci beaucoup. Je vous souhaite donc une très très bonne soirée. Je vous souhaite un très très bel été en tout cas, et je vous donne rendez-vous le 5 septembre à la même heure. À bientôt, au revoir.